20 ans après sa première édition, la Star Wars Célébration s'est allée cette année sur non pas 1, ni 2, 3 ou 4, mais bien 5 jours durant lesquels on nous a présenté Star Wars The Rise of Skywalker. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode précédent pour une longue analyse sur le trailer du film, mais aussi les parcs Galaxy's Edge, le jeu Jedi Fallen Order, les séries Clone Wars et The Mandalorian, ainsi que des dizaines de bouquins et de toys en tout genre. Bref, le récap de la Star Wars Célébration 2019, c'est tout de suite dans Outrider. Jibouille, mets la gomme. Volet de fermeture en position d'attaque. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Jibouille. Je l'ai annoncé, je lui ai dit de mettre la gomme, donc il est là. On l'a pas trop entendu dans l'épisode précédent, mais cette fois on va l'entendre beaucoup plus car il a énormément de sel en lui. Bah oui, j'avais pas grand chose à dire la dernière fois parce que nos deux intervenants étaient excellents. Là, bon, je sens que c'est moins bien cette fois-ci, donc je vais peut-être prendre un peu la parole. Les invités de cet épisode sont un peu moins bons, quoi. Ouais, je sens que c'est pas comme s'ils avaient monté 2 podcasts eux-mêmes et tout ça. Oui, voilà. Ils avaient un parcours dans la presse. Enfin, voilà. Qui sont-ils après? Non, mais voilà, là je vais pouvoir dire du mal et faire des blagues, tu vois. Donc ça c'est cool. Effectivement. Je suis pas là pour la qualité et la pertinence de mes propos. Tout à fait. Je suis là pour me moquer des nains. Ah, super, ça commence bien. On a aussi Constance de retour de son passage du côté de Canto Bight pour un enterrement de vie de fille. Comment ça se passe, Constance, et qui est Phobos, et qui est spécialiste des parcs d'attractions. Pas de mère en fille en fait, parce que c'était la première génération. Donc il faudra attendre que tu aies des petits bébés Skywalker. Tout à fait, pas de pression. Non, c'était cool et tout ce qui se passe sur Canto Bight reste sur Canto Bight. Exactement. Et enfin, j'ai l'honneur, l'immense privilège d'accueillir l'autre Wookiee de cette bande. Ou peut-être est-il un alien d'un autre genre que vous n'avez pas encore rencontré, mais que vous avez sans doute déjà entendu, puisque c'est David d'Actioner. Comment ça va? Ça va très bien. Chaud pour parler de Star Wars? Ouais, chaud. Moi, c'est très dur de parler parce que j'ai un bout de carotte dans la bouche, donc je sais pas si vous l'entendez, mais je vais continuer de parler quand même parce que c'est rigolo. Et je vais vous proposer de passer tout de suite au panel Galaxy's Edge, parce qu'on commence par le moment Phobos, c'est comme ça, avec une voix digne des plus grands parcs d'attraction. Tout à fait. Je pense qu'il me faudrait mon propre jingle Galaxy's Edge, un de ces 4, ou peut-être JB, si tu peux nous concocter ça serait cool. Si quelqu'un est chaud et nous écoute, allez-y. Franchement, allez-y. T'as 600 balles ou pas? C'est mon tarif maintenant. Bref, du coup, effectivement, ce week-end, on a eu le droit à un panel Galaxy's Edge que je n'ai pas pu suivre en direct, mais que j'ai regardé un peu en accéléré, parce que, en fait, ils nous ont pas annoncé grand-chose de nouveau. Alors, on a quand même 2-3 trucs à se mettre sous la dent, mais il faut avouer que quasiment tous les trailers, toutes les images qu'on a vues, on les avait déjà vues. Donc, déjà, un petit bémol là-dessus, franchement, c'était pas trop cool. Après, est-ce qu'ils ont pas rappelé tout un tas de trucs qui étaient un peu éparpillés dans la presse et qu'il fallait un peu fouiner? Donc, nous, on l'a fait dans l'épisode numéro 17, si vous voulez l'écouter, mais il y a peut-être des gens qui sur place, tu vas me dire c'est des Américains, ils sont quand même assez fans de parcs d'attractions en général, donc peut-être qu'ils savaient déjà tout ça eux aussi. Bah ouais, je me dis, tu vois, genre si tu vas au panel sur le parc d'attractions, a priori t'es quand même déjà un peu calé sur le sujet, donc, d'autant qu'il avait le créneau des gros panels, c'est-à-dire 18h heure française. Donc bref, qu'est-ce qu'on a appris? Et donc qu'est-ce qu'on a appris? La plus grosse annonce révélation, c'était que Star Wars Galaxy's Edge avait un partenariat avec une très grosse compagnie américaine. Attention qu'on ne peut pas mentionner dans ce podcast. Parce qu'on est sponsorisé Pepsi. Bien sûr. Donc vous l'aurez compris. Sponsorisé Brest Cola. On est sponsorisé Brest Cola. Effectivement. Elsas Cola. Merci de me laisser parler. Constance Cola. Tout à fait. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est un partenariat avec Coca-Cola. Donc la fameuse boisson sera présente dans Galaxy's Edge en vente, mais attention, dans des bouteilles spéciales avec des étiquettes créées spécifiquement pour le parc, puisque le nom de la marque sera traduit en norvège. Et donc on aura droit à du Coca, du Diet Coke, du Sprite et de la Dasani, qui est donc l'eau officielle de Coca. Le tout dans des emballages qui rappellent un peu effectivement des détonateurs thermiques ou alors des espèces de fioles de potions. Détonateur thermal, j'insiste. Thermal, pardon. VF, c'est thermal. Voilà. Détonateur thermal. Et les étiquettes donc, sont traduites en norvège, comme je l'expliquais. Et en soi, c'est quand même un huge deal parce qu'on se doutait bien que Disney n'allait pas se passer de vendre cette boisson-là dans la partie Galaxy's Edge. Et du coup, c'était un move assez intelligent de se dire ok, on va faire en sorte que ça ne brise pas l'immersion et donc on va travailler avec Coca pour créer un produit comme si la marque Coca faisait entièrement partie de l'univers. Est-ce que ça brise vraiment pas l'immersion? Le fait d'avoir une bouteille
estampillé Coca, c'est pas comme boire de Blue Milk ou acheter une figurine Hasbro. Tu sais que quand tu achètes une figurine Hasbro, le logo Hasbro il est tout petit, c'est Star Wars qui est prépondérant. Quand tu achètes une bouteille Coca Star Wars, Coca et Star Wars sont au même niveau. Ouais, mais tu vois, là, c'est pas comme si c'était une bouteille sur laquelle, je sais pas, ils avaient collé la gueule de Kylo Ren, tu vois. Là, c'est vraiment... Ok, c'est comme si, en fait, il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la marque Coca existait, mais avec un logo un peu différent. Et pour le coup, les graphistes sont hyper forts parce que je trouve qu'on reconnaît direct la marque, alors qu'en fait, c'est marqué nulle part Coca-Cola. D'ailleurs, on reconnaît tellement la marque que JB avait juste pendant le panel en live deviné que ce serait l'apparition de Coca-Cola, ce qui a créé beaucoup de stupéfaction chez moi. Mais David voulait rajouter quelque chose. Ah, mais JB veut rajouter quelque chose sur le rajout de David. Parce que t'as parlé du panel, et en fait, c'est. Moi, alors, j'ai pas été surpris par le fait qu'ils annoncent un partenariat avec Coca. C'est juste, dans le panel, ça faisait vraiment les mecs du marketing qui sont venus, qui ont expliqué que c'était génial. Un gros blanc. Et tu sentais que même les gens dans la salle étaient là. Ouais, enfin, on n'est pas venu à la Star Wars Célébration pour qu'on nous vende du Coca-Cola, quoi. En fait, le truc dommage, c'est que c'était la grosse annonce du panel. Et du coup, déception ultime, tu vois, s'ils avaient montré d'autres choses un peu plus folles, je pense que ça serait hyper bien passé. Mais du coup, ça a été un peu mal reçu aussi à cause de ça. À mon avis, ils ont pas très bien géré la com autour, en fait. Surtout que, après, tu nous fais des points sur le parc assez régulièrement, donc je suis étonnamment très informé sur ce parc. Du coup, le seul truc que j'ai appris du panel, c'est Coca, quoi. Donc c'est pour ça que ça va un peu... Je fais, le panel, il est pas terrible, en fait. Parce que la seule annonce, c'est Coca-Cola. Ouais, après, il y a eu Il y a eu 2-3 autres annonces dont on peut parler rapidement. Notamment, on va avoir la voix de Yoda. Donc, Frank Oz incarnera à nouveau Yoda. Et on entendra sa voix, alors probablement dans les espèces de transmissions radio qu'il y aura dans le parc. Parce que, voilà, ils l'ont présenté d'ailleurs un petit peu là quand même au panel. Il y aura une application sur téléphone qui vous permettra de décrypter des messages qu'on entendra. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé aussi, un petit truc sur l'attraction Faucon Millenium qui peut être assez sympa, c'est que donc pour rappel c'est une petite attraction qui change à chaque fois que vous la faites puisque vous conduisez le Faucon Millenium et en fait quand vous sortez de l'attraction, si vous avez bien conduit, les couloirs du Faucon Millenium sont nickel, mais si vous l'avez cabossé dans tous les sens, il y aura des étincelles, il y aura des lumières de cassé et tout, donc voilà, ça va un peu plus loin sur l'interaction et je trouve ça assez chouette. Et enfin, une autre annonce assez importante, mais qui ne vient pas du tout du panel. C'est ce cher Fab de l'équipe Génération Star Wars qui nous l'a partagé sur Twitter. Il y avait un petit stand où on pouvait se renseigner sur les séjours à Galaxy's Edge. Et il a appris que l'hôtel Star Wars, pour l'instant, était confirmé uniquement pour Disney World, donc en Floride, et qui n'était pas encore en construction, donc voilà, il faut, je pense qu'on peut imaginer une ouverture fin 2020, plutôt horizon 2021, mais ça sera pas pour tout de suite. Ok, et dernier truc que tu as oublié du côté des voix, en fait, enfin c'est pas que tu as oublié parce que tu n'as pas vu le panel, mais ils ont même été rechercher la voix de Nien Noob, qui du coup à l'époque du retour de Jedi n'était qu'un petit étudiant kényan. Et donc, du coup, Nien Noob, je crois, parlait un mélange de kényan et de dialecte local. Et donc, ils ont été au Kenya retrouver l'étudiant qui, à l'époque du retour du Jedi, avait fait un stage pour donner sa voix à Nien Noob. Ils l'ont retrouvé, ils lui ont fait enregistrer des voix dans son dialecte. Et du coup, Nien Noob sera présent dans Galaxy's Edge avec sa voix d'origine. Et c'est vous prouver à quel point Disney et Star Wars prennent les choses très au sérieux. Bravo. J'ai envie d'être très corporate et ultra fanboy. Et la voix de Hondo est de retour aussi. On a vu quelques images de l'animatronique d'ailleurs. C'est un doubleur d'un personnage professionnel. Voilà. J'ai envie de dire l'histoire est moins belle. Après, si tu as envie de qu'on soit dans la compétition, on peut y aller. Et en parlant de compétition, parlons de l'absence de compétition du panel Star Wars Rebels, qui était le prochain sur la liste. On ne fait pas dans l'ordre chronologique, je l'ai pas dit, mais on va pas non plus parler du panel Star Wars 9 parce que on a tout un épisode là-dessus, même si je vous demanderai à vous deux là sur la fin ce que vous en avez pensé, non plus de Vader Immortal, la nouvelle expérience VR. Voilà, si vous avez envie de vous intéresser à ça, allez voir les récaps et les vidéos sur YouTube. C'est David S. Goyer qui a fait le scénario. Ouais, mais David S. Goyer, est-ce qu'on a envie de parler de Krypton? Et oui, il y a quand même la trilogie The Dark Knight, mais j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'il était là d'ailleurs.
il me semble, parce que j'ai vu sa tête un moment sur le live. Un autre truc aussi à noter, il y a eu un très bon panel de Doug Chiang où il parle de l'évolution esthétique de Star Wars. Il y a le panel des 20 ans de la menace fantôme. Enfin, il y a plein de trucs à aller grailler sur la page YouTube officielle de Star Wars. Mais on va rester sur les très grosses annonces et notamment la très grosse non-annonce de Rebels. Pas de suite. Bon, c'était sympa. On a mis des loups dans la série. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Phobos? Bon, on n'a rien appris de nouveau. Voilà, c'était. On sait toujours pas ce que c'est The Place Beyond voilà, the Pines. Filoni refuse toujours dans the Worlds Beyond the World. Il refuse toujours d'expliquer ce que c'est. Et ouais, effectivement, on a juste appris qu'il avait mis des loups parce qu'il aimait bien les loups et que autour de lui. On avait compris quand il avait fait un Commander Wolf dans Clone Wars, mais oui. Autour de lui, les gens avaient un peu de doute sur la mort de Kanan, mais il a quand même insisté en disant que voilà, c'est pas parce que c'était une série animée qu'on pouvait pas avoir des choses importantes et tristes, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils ont conservé la mort de Kanan, mais sinon rien de nouveau sous le soleil. Ok, alors on passe au premier gros morceau de ce podcast peut-être. Star Wars Jedi Fallen Order, sorti en novembre, le 15 je crois, ou le 12, je ne sais plus. Bref, le jeu de Respawn qui est en développement depuis 12 000 ans, parce que je crois qu'il avait été déjà teasé un petit peu à la Star Wars Celebration 2015 où on voyait des gens faire la mocap, et ce mec qui a travaillé sur les 3 premiers God of War dire ouais, vous allez voir, ça va être ouf. Le jeu arrive enfin, c'est le seul jeu Star Wars qui n'a pas eu de problème pour l'instant, même si travaillant dans l'industrie vidéoludique, j'ai ouï dire que tout n'était pas forcément rose autour de ce projet, mais il a été présenté en exclu mondial. Jedi Fallen Order. JB, je crois que tu as suivi le panel, donc est-ce que tu peux, je sais pas, nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé, et puis après on rentrera dans les détails. Déjà, alors, parti pris assez sympa, je trouve, c'est qu'ils ont axé le trailer uniquement sur le scénario, et ils n'ont pas montré d'image de gameplay, en disant on est à la Star Wars Celebration, vous êtes là pour l'histoire, les jeux vidéo, vous vous en foutez. Donc on vous montre que des extraits de cinématiques. C'est pas comme ça qu'ils l'ont dit, attention. Voilà. Donc on sait très bien que les extraits de gameplay, on les aura à l'E3. Mais bon, moi j'ai été un peu refroidi quand même. Parce que déjà je vois le personnage principal et je me dis, putain, il a vraiment pas de charisme quoi. Et à la fin du panel, il faut arriver Jérôme le Joker quoi. Donc Cameron Monaghan, interprète du Joker dans Gotham, qu'on a vu dans d'autres trucs aussi, mais bon, sachant effectivement c'est lui qui donne son visage. Quand ils ont commencé à dire ouais, c'est un acteur de Gotham et tout, j'ai eu un éclat, je me suis dit oh, c'est David Mazouz. Et là d'un seul coup j'étais chaud. Et après je me suis dit ah bah non, en fait c'est le Joker. Putain, t'imagines la zouletterie, tu fais devenir David Mazouz, il a genre quoi, on dirait il a 12 ans le mec, enfin bref. Non, maintenant il a une cagoule en cuir et tout. La mocap sur la cagoule en cuir, ça peut marcher. Ouais. Ok. Non, qu'est-ce que t'as retenu de ce panel sinon? Pas grand chose, parce que c'est bête, moi dans les jeux vidéo ce que j'aime bien c'est la partie jeu. Là on en a pas vu. Ok. Donc on sait pas ce que ça sera. Ils ont l'air de. Ils ont dit quand même que c'était très. Oui, alors, effectivement un jeu narratif. Solo, pas de multijoueur, pas de microtransactions. C'est quand même un énorme parti pris pour Respawn qui a jamais fait que des jeux multijoueurs. Oui, essentiellement multijoueurs. Titanfall, tout ça, c'était vraiment du multijoueur. Là, ils ont pris c'est solo. Pas de microtransactions, donc on sent que Battlefront 2. Battlefront 2 est encore là, le fantôme de Battlefront 2, le Ghost Force de Battlefront 2 est encore présent. Après, ils se sont dit qu'ils s'étaient pas mal inspirés de jeux comme les derniers God of War ou comme Batman Arkham, donc j'imagine qu'on aura un système de combat avec une touche pour taper, une touche pour esquiver, une touche pour reparer, et une touche pour faire des combos. Et des combos qui sont comme ça. C'est un gameplay qui fonctionne, il a été adapté sur Spider-Man, il a été adapté sur Uncharted. C'est un gameplay qui marche, qui peut permettre quelques trucs sympas, parce que vu que t'as la partie corps à corps, on va dire, qui est relativement simple, ils peuvent accéder après les pouvoirs de la force et ce genre de choses. Pourquoi pas? Moi j'attends vraiment de voir quand t'as des pouvoirs la force, j'ai eu quelques flashbacks de quelques années en arrière, forcément. Oui. Et ça c'était bien ça. Eh ben, c'était bien. On était aussi dans un héros plus ou moins sans charisme, mais j'ai envie de donner la parole à David, qui est lui aussi un gamer. Ouais, j'ai vu le trailer, j'étais moyen chaud, mais vu que j'ai vu Monaghan, et là j'ai fait ok, je suis chaud. C'est bon, j'achète direct. Day One. Je prends le Season Pass, quoi. Il n'y en a pas. Putain, je vais lui donner mon argent. Non, après, je trouve que c'est bien un jeu en solo qui est avec un scénario. J'aime pas les jeux multi, donc après ça me parle plus facilement. Donc je pense être le client. Après, enfin voilà, le trailer ça raconte tout et n'importe quoi. Enfin c'est vraiment hyper, c'est lambda quoi. Donc j'attends de voir ce que ça va donner réellement, parce qu'autrement rien de plus quoi.
Phobos, un mot de plus sur ce trailer ou le panel, je sais pas si t'as pris le temps de remater le panel après. J'ai pas rematé tout le panel, mais effectivement, j'ai vu le trailer. Honnêtement, je suis pas plus embarquée que ça dans l'aventure. Effectivement, je trouve que le héros a zéro charisme et que ça en revient un peu sur le côté boring. Enfin voilà, random héros de jeux vidéo qu'on a vu Après, déjà, partout, il a quoi. des cheveux. Il est pas rasé comme dans le héros de Force Unleashed. Waouh, Et en trop plus, il a cette d'originalité. Que j'avais trop envie d'avoir quand j'étais adolescent, c'est-à-dire les 2 petites mèches qui partent de chaque côté du front, et il est roux. Donc il y a quand même certaine originalité. Si je voulais faire Imbattable. l'avocat du diable. Imbattable. Ouais. Alors après, j'imagine que sur un jeu scénarisé, où en plus ils ont pris un acteur et tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça, ils ont quand même axé, bon, je vais revenir au panel Star Wars 9, sur vraiment la diversité dans Star Wars, tout le monde peut être dans Star Wars et tout, et là, bah, on se retrouve avec un mec blanc, quoi. Mais là, le pire, c'est qu'ils l'ont dit genre everybody can become a Jedi, et après tu vois le trailer et tu fais ah, pas vraiment en fait. Ouais. Après, je sais pas, parce que c'est aussi un. Je vais jouer à Assassin's Creed Odyssey récemment et je suis en train d'attaquer Horizon Zero Dawn. C'est aussi un problème entre guillemets d'avoir des persos, on va dire échangeables ou qui peuvent changer de genre, parce que dans leur écriture ça aussi crée des personnages. Je trouve que c'est le cas dans Assassin's Creed où ils sont sassy, genre leur personnalité c'est ils sont badass, mais ils ont zéro développement et d'un coup t'arrives dans un jeu comme Horizon Zero Dawn, tu peux pas choisir ton personnage et t'es obligé d'aimer entre guillemets ce personnage si tu veux continuer le jeu. Après là le problème c'est qu'effectivement c'est un mâle blanc dominant, il est rouquin, bon est-ce qu'on peut considérer ça comme une minorité, j'en doute. Non. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait quand même un certain swag. J'irais pas jusqu'à dire Young Clint Eastwood comme ils l'ont dit dans le panel, from Jerome le Jedi to Clint Eastwood real quick. Mais ouais, je sais pas, je suis pas si choqué que ça en fait, bizarrement, par ce personnage. Au contraire, je trouve qu'il a une bonne tête. Mais je suis peut-être juste un gros Yankee en fait. Ouais, moi j'attends vraiment de voir du gameplay. C'est pour un jeu vidéo, c'est important. Il y a que Dragon Quest où j'achète, tu vois, je me pose pas la question. Mais C'est on marqué sait que- Dragon Quest, j'achète. Par contre, Là, je on veux s- voir du gameplay. On sait que le jeu est écrit en partie par les mecs qui ont travaillé sur Star Wars Rebels et Clone Wars, donc ça permet aussi de faire la transition par rapport à ce qui existe déjà. Après, on sait que Lucasfilm, depuis le rachat de Disney, sont quand même relativement versés dans l'art du cross-média, en tout cas pas forcément pour faire des événements, mais au moins faire en sorte que les trucs soient à peu près cohérents. Je sais que y en a 2-3 là qui sont en train de sauter de leur siège ou de peu importe là où ils m'écoutent, mais à l'échelle en fait du spectre de tout ce qu'ils ont sorti, croyez-moi, c'est plutôt costaud. Et notamment, je pense là par exemple à la présence des Inquisiteurs. Donc il y a la Second Sister qui avait été introduite dans Vador 19 de Charles Soule, personnage qui était tout de suite un peu marquant dans le comics, qui fait son retour. Charles Soule avait aussi tenté de créer des Stormtroopers spéciaux pour accompagner les Inquisiteurs, qui ont été du coup développés en parallèle avec les équipes de Respawn, qui s'appellent donc les Purge Troopers, parce qu'il fallait pas tout de suite qu'on soit contre les Inquisiteurs dans le jeu vidéo en termes de, j'imagine, le gameplay, la façon dont ils progressent, etc. Donc là on va affronter des troopers qui sont en gros noirs et rouges avec des bâtons de Magna Guard de Grievous pour pouvoir parer votre sabre laser. Et que raconte l'histoire? On sait que c'est un padawan, un peu à la façon Kenan, quoi, du coup, qui s'est réfugié, mais cette fois de lui dans la vie civile. C'est tout ce que raconte le trailer d'ailleurs, c'est qu'il faut pas qu'il intervienne jusqu'au jour où il intervient et que son passé un peu lui rattrape. D'ailleurs, moi j'étais surpris parce que tout ce qu'ils avaient teasé était vachement mystique, le sabre laser, l'espèce de temple, etc. pendant la semaine. Et en fait, ce qu'ils ont montré est vachement plus presque, je sais pas, au début j'ai eu une vraie vibe cyberpunk, tu vois, genre quand il est dans le train et tout, Bah, je me suis dit genre waouh, c'est pas du tout ce qu'ils ont montré. Ça ressemblait pas à Star Wars en plus. Ouais, au début, ça le ressemblait début pas du trailer, tout à ça Star ressemble pas à Wars. Star Wars. Et après, ils découpent le L'espèce Star de Destroyer. kawaii qu'il a et tout, Ouais. c'est bizarre quoi. Et après, ils ont dit, ils l'ont rappelé, genre, franchement, vous avez vu qu'un tout petit bout de l'histoire et tout, donc je me dis que ça peut partir. En plus, ils ont quand même pas mal insisté sur le fait que c'était une nouvelle planète, des nouveaux persos, etc. Donc je pense qu'ils ont vraiment envie de raconter une histoire qui, je doute qu'on ait Vador à un moment ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est vraiment l'envie. Ça serait bien qu'on sorte de ça quoi. Bah en fait, c'est juste que l'époque, on s'était dit putain, encore 3 et 4, mais tout de suite quand ils ont dit c'est une nouvelle planète, des nouveaux personnages, et que dans le trailer, ils insistent pas, en fait, sur le seul personnage sur lequel ils insistent, c'est Second Sister. Il y a une rumeur comme quoi c'est une ancienne Jedi et vous avez pas à chercher très loin pour savoir qui c'est, vu que son identité n'a été révélée ni dans le comics de Charles Soule et que là aussi ils l'ont teasé un petit peu. Mais je pense qu'il y aura pas non plus voilà, des énormes caméos. Si ça peut raconter un truc dans cette époque qui est déjà un peu vu et revu, mais d'un autre côté de la galaxie, ils ont aussi parlé du sabre laser, le fait qu'il évolue. On a vu sa tenue, d'ailleurs sa tenue est inspirée, je crois, des premiers dessins de Ralph McQuarrie à l'époque où Luke Skywalker devait potentiellement être une femme. À un moment, ils ont montré un truc où il est dans une espèce de jungle avec son robot qui s'appelle BD-1 pour Buddy Droid 1, qui est trop mignon d'ailleurs. On dirait une sorte de Wall-E qui vole. Bon, après, c'est son grave pompé le design de Wall-E parce qu'on dirait vraiment une paire de jumelles qui volent. Moi j'ai trouvé plus qu'il ressemblait à Rob, le robot de Nintendo.
Avec les deux c'est yeux vrai comme ça et qu'il tout. y a un délire aussi, ouais, pourquoi pas. Et on a aussi appris que du coup, à un moment, il a une espèce de mentor qui est elle-même une ancienne Jedi, ce que j'ai trouvé intéressant, et qui du coup, du point de vue de la diversité, Phobos est une nana noire qu'on voit brièvement dans le trailer. Mais du coup, j'ai trouvé éventuellement intéressant si c'est vraiment une Jedi à la retraite et qu'elle l'aide juste sur le fait que bah je vais t'apprendre comment on gère la force, mais j'interviens pas forcément. Après, on la voit dans un vaisseau à un moment, donc j'en doute. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une... Enfin, de ce qu'on a vu de la proposition, j'y crois plus que ce qu'on m'avait teasé au départ. Donc on verra si le gameplay et le reste de l'histoire m'intéressent, parce que bon bah ils ont vraiment insisté jusqu'à Cameron Monaghan lui-même de dire ouais il fallait absolument que le combat tu vois ait l'impression d'être réaliste, que ça soit vraiment addictif, etc. Donc si on a déjà un jeu solo Star Wars, même si l'histoire est un peu commune mais que le combat est cool et que l'histoire est à peu près bien tenue, enfin, je sais pas, je dis pas non, quoi. Tu vois, avec tout le mal qu'on a eu sur les jeux vidéo Star Wars récemment. C'est ça, c'est que là en ce moment on est quand même dans une sale période pour les jeux vidéo Star Wars. Si on a un truc ne serait-ce que correct, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, un truc à rajouter avant qu'on rappelle la date de sortie qui est donc le 15 novembre 2019, car c'est marqué sur ma fiche. On va garder le gros truc pour la fin, parce que je sens que sinon vous n'allez pas avoir d'attention. Et donc du coup là on va passer un petit interlude, encore une fois, si vous voulez faire des génériques n'hésitez pas. Petit interlude littérature. On a eu un panel dédié au roman Star Wars. Donc là je vais passer peut-être le micro à David. Je sais pas s'il a noté 2-3 trucs, mais au moins on peut en discuter, parce que David est un puits de science du côté de la littérature et du côté de plein d'autres sujets d'ailleurs. Il ne faut pas le réduire à un seul. Mais bref, il y avait un panel avec pas mal d'auteurs, dont Timothy Zahn, qui était je crois du coup parrainé par Del Rey, qui est l'éditeur des comics Star Wars, des romans Star Wars aux États-Unis. Un énorme panel avec des gros auteurs qui n'ont absolument rien annoncé, c'est-à-dire qu'aucun roman n'a été annoncé à cette Star Wars célébration, et je crois d'ailleurs que c'est à peu près le cas des comics aussi, donc c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même invité des gens ont beaucoup parlé, c'est Chicago, c'est aux États-Unis, donc c'est quand même, j'imagine, plutôt facile de faire venir les auteurs. Et du coup, on a appris des choses comme le fait que Hera Syndulla fera une apparition dans Alphabet Squadron, le roman à venir sur cet escadron de vaisseaux qui continue à traquer les méchants impériaux, les chasseurs de nazis version Star Wars. On a aussi appris que on aura Orson Krennic développé dans le 3e bouquin de Thrawn, donc qui s'appellera Thrawn Treason, par rapport à sa dynamique. Krennic veut l'étoile noire, Thrawn sera plus en mode est-ce que c'est pas mieux d'investir toute cette thune, c'était déjà teasé dès le premier bouquin, dans une flotte et dans l'idée de contrôler avec des vaisseaux, donc qui est quand même un angle d'attaque qui a vraiment permis, je trouve, à Timothy Zahn de s'ancrer tout de suite dans je sais pas ce que t'en penses David, mais dans le nouveau canon. Ouais, mais je trouve que, faut lire le livre de Throne, le premier il est vraiment excellent. Moi j'ai lu que le premier pour le moment. Ouais, j'ai pas lu le deuxième encore, qui est centré sur sa relation avec Vador. Et la dernière, entre guillemets, grosse annonce, puisqu'il n'y a pas eu d'annonce, je le rappelle, c'est que l'audiobook qui sera consacré au conte Dooku, donc c'est juste un audiobook, il me semble que c'est pas un roman, c'est essentiellement fait du point de vue audio, enfin du point de vue audio, du coup du point d'oreille audio, je ne sais pas comment on dit, mais en fait je me suis embrouillé parce que je voulais dire du point de vue d'Assage Ventress en fait, voilà, donc c'est une manière assez originale de raconter l'histoire de Dooku, mais à la rigueur pourquoi pas. Bref, pas d'annonce, si ce n'est que Timothy Zahn et pas mal d'auteurs ont un peu teasé ce qu'ils aimeraient faire à l'avenir en fait, et Zahn a expliqué que son futur avec Star Wars s'arrêterait pas sur réinstaurer Thrawn dans le canon. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que toi David ça t'intrigue, ou est-ce que tu aurais peut-être envie de le voir sur quelque chose en particulier? Je sais pas, là je sais que je te prends de court parce que Ouais, non mais déjà je veux lire déjà To Throne et voir après jusqu'où il va, parce que ce personnage je trouve que tel qu'il l'a amené dans le nouveau canon et tel qu'il est vraiment comme personnage un peu comme ça à la marge, en train de questionner ce que font les autres. Il y a quelque chose de très subtil dans ce personnage et dans le rapport qu'il a à Dark Vador et à toute l'autorité, qui est assez génial. Mais après, ouais, non, En tout cas, c'est intéressant que dans cette dynamique, on l'a un petit peu entendu aussi dans le panel The Mandalorian, sur lequel on va bientôt revenir, je vous jure, accrochez-vous, on parle quand même pas mal de l'univers Legends de plus en plus, que ce soit du côté des fans. Je sens que la parole se libère aussi un petit peu du côté de Lucasfilm, où les gars disent ok, très clairement, il y a des trucs de Legends qui vont revenir. On va en parler aussi un petit peu vite fait pour les comics, The Mandalorian très clairement aussi. Et là, le fait que Zahn dise voilà, mon futur sur Star Wars, ça s'arrête pas à Thrawn, ça veut très clairement dire qu'on lui a dit gros, si t'as d'autres idées, enfin, tu es
le bienvenu, tant que ça n'implique pas des Yuuzhanvong. Alors, bref, on va passer du côté des comics parce qu'on est toujours dans ce qui vous intéresse pas, c'est-à-dire des choses qu'il faut lire, hein, même s'il y a des images, c'est quand même un peu chiant. Et je me perds dans mes notes parce que mine de rien, j'ai au moins 4 fiches devant moi. Alors, est-ce que je vais les trouver ? Oui, Marvel. Alors qui était là ? Eh bien, il y avait ce bon Greg Pak, il y avait Ethan Sachs, qui est un ancien journaliste et qui a percé chez Marvel avec Old Man Hawkeye, très bonne série, je vous la recommande, et qui écrira la série, je regarde Phobos parce que c'est la série Galaxy's Edge. Et bref, on a eu d'ailleurs une preview de Galaxy's Edge avec des pages intérieures, etc. On nous a expliqué qu'effectivement la série nous expliquerait comment Doc Ondar, l'espèce de gros alien qui gère le marché noir de Batuu, récupère un petit peu les artefacts en sa possession. Donc je sais pas exactement comment ça peut faire une histoire, mais potentiellement ça peut être assez cool, surtout que Ethan Sachs a écrit je crois un one-shot consacré à Mace Windu, et avant ce qu'il a fait chez Marvel est vraiment solide. En ce moment il fait aussi Old Man Quill, consacré à un Star-Lord vieux, là aussi dans l'univers. En fait au départ je pensais que c'était juste un traitement, je vous spoil un peu, mais je pensais juste que c'était le traitement Old Man à Star-Lord, mais c'est effectivement dans l'univers de Old Man, toujours dans l'univers de Old Man Logan, avec Star-Lord qui s'écrase sur Terre et tout, et c'est plutôt pas mal, et il gère assez bien le registre du western, donc je pense que ça fonctionne bien avec Star Wars. On a aussi appris que Greg Pak du coup allait reprendre la série Star Wars principale, qui pour l'instant est à Kieron Gillen, donc il arrivera au numéro 68 avec un dessinateur de marque, puisque c'est Phil Noto qui va sans doute faire 3 numéros avant de partir. Ils mettent Phil Noto sur une série régulière ? Ouais. Ah, ça va pas marcher ça. Ils l'ont mis sur le plus longtemps qu'il a tenu, c'est Pod Amron, et je crois que c'était 12 ou 15 numéros, donc c'était quand même pas mal. Ah, quand même. Ouais, peut-être pas 12 ou 15, mais deux arcs. Il a cravaché parce que normalement il travaille pas super vite, Phil Noto. Après, tu sais, on l'avait interviewé, Charles Soule, on peut en placer une à Angoulême, et du coup il avait dit qu'il avait vu Star Wars The Force Awakens à l'avance pour pouvoir travailler avec le personnage, donc peut-être que quand il a l'avance, Monsieur Noto, qui est un énorme fan de Star Wars par ailleurs, c'est un très bon dessinateur, c'est juste qu'il a un style qui lui prend un peu de temps, et que effectivement sortir les 25 pages par mois, disons qu'il est plus payé pour faire toutes les couvertures de Star Wars que pour faire des intérieurs, donc c'est un peu surprenant de le voir là. Greg Pak, si vous le connaissez pas pour ses comics Star Wars, il va s'occuper de la plupart des... Enfin, il s'est occupé, parce que techniquement il a déjà fait des one-shot Age of Rebellion, qui en fait prennent en ce moment la place de toutes les mini-séries Star Wars qu'on avait l'habitude de voir. Donc à chaque fois, on a commencé avec Age of the Republic. Là, on est dans Rebellion et on va arriver sur Age of the Resistance. Et justement, donc, du coup, ils ont révélé les couvertures et un petit peu ce qui allait se passer pour les différents personnages de Age of Resistance. Donc il y en aura un dédié à Phasma. Bon, pas tellement surpris. Pauvre Phasma qui a déjà eu sa mini-série en Star Wars, en comics Star Wars d'ailleurs, mais qui est pas trop mal. Ouais, elle était sympa la série. Ouais, par Kelly Thompson. Ouais, et Marco Checchetto. Ouais, donc plutôt quali. Je pense que vous pouvez déjà trouver ça chez Panini si vous lisez en VF. Il y aura un one-shot dédié sur Finn, mais quand il était encore Stormtrooper. Donc je trouve ça assez stylé. Il y aura un numéro qui est dédié à Rey, et en fait qui est en gros une étape un petit peu genre vous savez, des fois vous êtes sur l'autoroute et vous avez grave envie de pisser ou de couper un saucisson ou de prendre un café. Et ben en fait c'est ça, parce qu'à un moment Rey et Chewie ils ont fait une pause, et du coup l'épisode, le one shot c'est sur ça. Donc je ne sais pas s'ils ont coupé un saucisson ou un porc en l'occurrence pour Chewie, mais donc c'est un épisode sur un autogrill Star Wars, quoi. Exactement, l'autogrill Star Wars bientôt chez votre comic shop préféré. Il y aura aussi un épisode sur Hux, il y aura un épisode sur Poe forcément. Mais attends, qui dit autogrill dit en général des camions. Oui. Donc des transporteurs. Oui. Donc d'Ashrandar. Exactement, on n'est pas loin. Et d'ailleurs, imagine, il est recanonisé dans ce numéro. Non, mais il est recanonisé bientôt, parce que déjà le vaisseau est canon lui-même, mais le Outrider est canon, mais je sens venir, et vous allez savoir pourquoi avec la suite, la recanonisation de Dash Rendar bientôt. Franchement, le recanoniser en chauffeur routier dans une station-service, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Non, mais je te dis, tu en fais une mini-série Disney+, et tu fais revenir Lord et Miller en mode, ouais, désolé, on vous donne le Han Solo qui peut rigoler. Parce que Han Solo, il rigole pas, donc voilà. Et pour terminer, il y aura un special qui sera consacré notamment à Holdo. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura
J'ai pas compris si c'était un one shot ou une série, donc je pense que c'est un one shot. De la même manière qu'ils vont reprendre la numérotation originale, je crois, juste pour l'anniversaire des vieux comics Star Wars de chez Marvel qui ont commencé d'ailleurs avant la sortie du premier film. Donc du coup, ils vont faire revenir le lapin vert du coup. le lapin vert, il est déjà apparu plusieurs fois dans les comics Star Wars. Mais effectivement. Donc en juillet, on aura le droit à Target Vader Number 1 qui raconte l'histoire de Valance. C'est un chasseur de primes cyborg qui était apparu en 1977 dans Star Wars 16 par Marvel donc, et qui a une dent contre Vador et va essayer de l'assassiner. Donc voilà, il y a ce numéro là qui va sortir dans cette idée que si on fait des numéros 700 pour Venom ou je ne sais combien, eh ben pourquoi pas ne pas faire la même chose sur Star Wars. On sait aussi que Dr. Aphra va avoir un nouvel arc à partir de mai, mais honnêtement depuis qu'Aaron Gillen a quitté la série, c'est plus tout à fait la même chose. Et enfin, je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est à la croisée des chemins, sans doute entre les comics et les romans, puisque ça a été teasé à la Star Wars Célébration. Ça s'appelle un graphic novel. Non, bien joué, c'est marrant. C'est marrant, plus 1 sur ta moyenne générale. Mais non, le Project Luminous, ou projet lumineux, donc qui réunira Charles Soule, donc je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, et au pire, on a une interview de lui dans les épisodes précédents, donc allez le voir si vous avez besoin de connaître le bonhomme. Justin Ireland qui a écrit le Young Adult sur Lando, Claudia Gray qui a écrit Lost Stars, Kevin Scott qui a écrit les séries Star Wars de IDW, et enfin Daniel José Holder qui a écrit le roman Last Shot, très mal traduit en français. C'est pour le personnage non binaire, c'est ça. Ouais, on fait toujours des petites. On se tourne tout le temps vers Phobos quand on fait des points de diversité, parce que bon, sinon, on est des adultes blancs, mâles à barbe, donc il faut bien qu'on ait un petit token nous aussi. Pas vraiment de barbe. Alors, c'est méchant, c'est méchant, mais je vais m'enfoncer encore plus loin avec une autovanne très bientôt. Je fais des teasings dans mon propre podcast. On est dans du J.J. Abrams pur jus. Donc bref, le Project Luminous a été teasé de la manière suivante: The Force is what gives the Jedi his power. It is an energy field created by all living things until 3 petits points. Donc voilà le seul truc qu'on sait sur le Project Luminous, qui rassemble donc un auteur de comics et des auteurs de romans, enfin 2 auteurs de comics et des auteurs de romans, sachant que Charles Soule a écrit son premier roman, The Oracle, il n'y a pas si longtemps. Donc qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle? Je sais pas si avec ce teasing vous avez des idées. Il y a des gens qui ont dit ouais, peut-être une anthologie sur les droïdes et leur rapport à la force, des trucs complètement flingués. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez juste pas du tout envie d'en parler et de passer au prochain sujet? Je crois qu'on va tout de suite enchaîner avec le prochain sujet, sauf si JB s'apprêtait à dire quelque chose. Rien de très intéressant. Vous pensiez que c'était The Mandalorian? Eh bien non, c'est Clone Wars saison 7. Et oui, il y a eu un très joli panel. Pour le coup, c'est, je trouve, l'un des meilleurs panels de la Star Wars Célébration 2019, mais on fera un petit bilan par la suite. Qui l'a vu ici? Quelqu'un l'a vu? Alors, il faut dire non dans le micro, c'est mieux que de faire non de la tête. Non, je n'ai pas vu le panel. Point. Personne. Ok, très bien. Alors, je vous fais un petit récap. Moi, j'ai même pas vu Clone Wars, donc. Ok, je pars. Je rentre chez moi. Resserre-toi une Tremont. Bref. Le panel c'est ouvert sur le trailer de The Force Awakens que vous aimez tous, hein, le deuxième, il est vraiment génial, c'est vrai, la musique et tout est hyper bien, mais avec des images de Clone Wars qui récapent justement Clone Wars, hein, pour JB, en tout cas ce qu'il est nécessaire de comprendre pour Star Wars 7. Donc ils ont refait un trailer sauce The Force Awakens pour Clone Wars. Et du coup, ils ont expliqué que Kerry Beck et Disney Plus leur avaient proposé de faire la dernière saison de Clone Wars et de terminer Clone Wars, puisque c'est une blessure un petit peu ouverte pour Dave Filoni et pas mal de ses fans et les fans de Star Wars en général, de n'avoir jamais pu terminer Clone Wars. D'ailleurs, ce qui est toujours très bizarre, hein, je pense que Disney avait très clairement un agenda en mode non, Star Wars ce n'est que la trilogie originale jusqu'à ce qu'on décide que ça soit la prélogie, puisqu'ils ont commandé au même mec une série qui s'appelle Rebels, et par la suite ils ont dit oh Disney Plus on a besoin de contenu, donc en fait si tu peux terminer ta série ça nous arrange. Entre temps le mec était en train de filmer The Mandalorian et de faire d'autres projets, mais pourquoi pas. Donc Filoni a rappelé que ce qui l'intéresse dans Clone Wars c'est toute l'échelle, et c'est vrai que ça nous manque un petit peu toutes ces batailles de droïdes dont on a vu un extrait, hein, juste avant en off tous ensemble. Il faut dire que c'était plutôt pas mal. Non JB, ça t'a pas un peu intrigué? Je sais pas trop qui sont les personnages. Après, c'est des clones, tu vois, mais je trouvais ça plus joli que dans mes souvenirs de Clone Wars. Parce que moi, j'avais vraiment eu un blocage visuel, en fait. C'est vrai que je trouvais très très moche. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, il y a des effets de flou, de lumière, de fumée, qui ont l'air un peu plus jolis que ce qui a été fait il y a 10 ans. C'est aussi votre cas, Phobos, David? Ouais, effectivement, on sent qu'ils ont refait une passe graphique quand même pour mettre le truc un peu au goût du jour. Et puis, il faut pas oublier que c'était il y a 10 ans, donc les technos ont aussi évolué. Ouais, c'est vraiment joli beau maintenant.
C'est joli beau, effectivement, et pour la simple et bonne raison que, effectivement, ils ont fait un petit lifting, notamment du côté des expressions. Ils ont montré un exemple avec Captain Rex, je crois, et Filoni disait, ouais, vous voyez sans doute pas la différence, mais nous on la voit, et je pense que globalement, moi je la voyais aussi. Et pour répondre à la question de JB sur qui sont ces personnages, eh bien c'est l'escouade 99 qui font partie de ce bad batch de clones qui sont en fait des clones un peu plus intelligents que la moyenne et un peu plus instables que la moyenne, qui forment cette espèce d'unité commando qui sera l'un des arcs en fait de cette saison 7, puisque Filoni, une grosse partie de Clone Wars et peut-être même la meilleure partie de Clone Wars est dédiée aux clones. Pour ceux qui n'ont pas vu la série. Et l'autre partie intéressante, c'est Ahsoka. Et il se trouve que tous les deux vont avoir un arc au sein de cette saison. Et donc l'arc des clones était déjà prévu pour la saison 7 avant qu'elle soit annulée. Et en fait, même les épisodes avaient déjà été tournés, si on peut dire. Et donc du coup, ce que Filoni a expliqué, c'est qu'il a dû revenir sur ces épisodes, corriger par rapport à la continuité, ce qu'il voulait faire ensuite, etc. Mais qu'en gros, ces épisodes étaient écrits et ils étaient déjà disponibles en fait. Donc forcément, j'imagine qu'on va commencer avec ça, ou que ça sera un peu les épisodes filler, parce que c'est généralement les épisodes un peu baston / Predator, où 5 clones vont se retrouver isolés au milieu d'une armée de droïdes. En tout cas, c'est l'extrait qu'on a vu. JB, t'as une question ? Ouais, est-ce que... Alors j'ai pas regardé le panel, j'ai pas vu la série, donc ça m'intéressait pas trop. Mais est-ce qu'il a réécrit des trucs qu'il avait écrits par rapport notamment à Ahsoka et Anakin ? Vu que les personnages se revoient dans Rebels, et j'imagine qu'il a un peu terminé l'histoire d'Ahsoka dans Rebels, vu qu'il avait pas pu la finir dans Clone Wars. Ouais, du coup, il a un petit peu effectivement parlé de ça. Donc pour te répondre à ta question, et pour aller un peu plus loin, c'est aussi le cas de Dark Maul qui fait un retour. Le trailer est pas mal d'ailleurs, je trouve que le trailer de la saison 7 est assez solide. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté complètement en fait Star Wars dans le fait que le temps passe de manière, c'est pour ça que j'étais embrouillé un petit peu en commençant ce podcast, c'est que on est en train de parler de la saison 7 de Clone Wars qui sera un des trucs sur Disney Plus à sa sortie, mais moi je trouve ça complètement surréaliste en fait. C'est ce qu'ils ont annoncé l'année dernière à Comic-Con. En mode, ah oui, on a Clone Wars saison 7, Clone Wars revient, et en même temps, on a eu Rebels, et t'as un peu l'impression que des personnages, notamment Ahsoka, notamment Maul, ont eu la fin de leur histoire, et en fait raconter une espèce de milieu est super bizarre, et que ça puisse exciter les gens, et je trouve encore plus bizarre, tu vois, je sais pas, c'est comme si du jour au lendemain, tu disais, on va faire une suite à Daredevil de Ben Affleck, tu vois, les gens, non, parce que en termes de qualité, c'est pas ça, mais tu vois, genre, les gens seraient pas en mode, ouah, truc de ouf, tu vois, genre, pourquoi vous faites ça très mauvais exemple par ailleurs, mais bref, vous avez peut-être l'idée. En tout cas, moi ça me fascine, et effectivement ça les oblige à retravailler certains trucs. Donc c'est le cas de la dynamique avec Ahsoka et Anakin par rapport à leur rencontre, etc. Donc j'imagine que ça sera plus cohérent. Ils ont expliqué qu'ils ont retravaillé sur la cohérence aussi du côté de Maul, avec le siège de Mandalore qui est le 3e arc. Donc on va avoir un arc sur les clones, un arc sur Ahsoka, parce qu'à la fin de la saison 6 elle quittait l'ordre Jedi, il était un peu forcé d'une manière ou d'une autre, de manière un peu passive et agressive. Elle était un peu en mode genre, soit je reste là mais en gros personne me croit, ou soit je me tire et j'essaie de faire la justice moi-même. Et même la façon dans le trailer dont elle récupère ses sabres, qui sont ses futurs sabres blancs, il y a un truc qui fait qu'à mon avis elle aurait pas eu ces sabres là, tu vois, si on n'avait pas eu Rebels entre temps. D'ailleurs Ashley comment ? Ashley Eckstein. Ashley Eckstein, la doubleuse de Ahsoka, disait que c'était super compliqué pour elle parce que elle venait seulement de trouver la voix de Ahsoka adulte, et il fallait qu'elle revienne sur la Ahsoka adolescente, et c'était un petit peu compliqué par moment. Bref, du coup, pour revenir sur Maul et le siège de Mandalore qui sera du coup terminé avec la saison 7 de Clone Wars, c'est pareil. Maul, en fait, sa tenue, c'est celle de Solo. Et tu vois, il l'explique très clairement en mode on la redesign un petit peu pour faire pour coller avec ce qu'on a vu dans le 2e spin-off de Star Wars, qui n'est sans doute pas le meilleur. Et par ailleurs, du côté aussi de l'animation, ils ont expliqué, et ça c'est assez marrant, c'est toujours Sam Witwer qui fait la voix. Par contre, ils ont pris Ray Park pour faire de la mocap sur les combats de sabre laser, parce que pour la première fois, les combats de Clone Wars, si je dis pas de bêtises, vont être en mocap et pas juste en animation. Enfin, ça reste de l'animation, mais vous m'avez compris, il y a une texture supplémentaire à l'aide de ce bon Ray Park. Bref, moi je trouve que ça a l'air assez stylé, notamment parce qu'il y a le retour de pas mal de personnages. Donc on a parlé du siège de Mandalore, donc on reverra Kathy Shekoff dans le rôle de Bo-Katan. On verra donc du coup Ray Park et Sam Witwer dans le rôle de Dark Maul. Et puis je sais pas, ce qu'on a vu en termes de clips, ça a été assez généreux. Après la série existe déjà depuis 6 saisons, donc il n'y a pas vraiment, j'imagine, une envie de secret de ouf. Après, toi, moi le principal reproche que j'avais fait à Résistance, c'était le côté gaguesque du personnage. La scène d'Ahsoka avec la moto, ça m'a pas donné envie.
C'est juste une scène parmi d'autres. Ah ouais, mais bon, la seule celle qui monte, elle tombe de sa moto, elle marche sur des voitures pour se remettre droite. Après, on sait qu'elle atterrit dans les bas-fonds de Coruscant, et notamment au niveau 13-13. Souvenez-vous de ce bon petit jeu vidéo annulé par Lucasfilm suite au rachat de Disney aussi. Bref, elle va rencontrer un frère et une sœur, et c'est des gens un petit peu, tu vois, du quotidien, qui doivent survivre comme ils peuvent. Et je pense que ça peut être intéressant de voir Ahsoka, qui est cette Jedi-là, arriver, tu vois, dans ce milieu. Donc, ok, JB, c'est sûr que c'était pas hyper rigolo, mais ça peut promettre quelque chose d'intéressant. Hein. Justement, moi, c'est le côté rigolo qui m'a dérangé, quoi. Les mais gars tu juges une nouvelle saison à une scène de 30 secondes. Ouais, et j'ai pas vu les 6 premières saisons, donc en plus, mon donc, avis ne devrait pas compter. Tu vois. Effectivement, donc. Mais je suis un homme blanc, donc je m'exprime. Effectivement. On m'a éduqué comme ça. Je ne sais plus vraiment quoi dire après ça, si ce n'est que effectivement, donc on a eu cet extrait-là, on a eu l'extrait qui vous a permis de dire que vous trouviez ça plus joli, vous trois, donc qui était la grosse bagarre contre des droïdes. Et le dernier extrait, donc c'était un épisode qui n'était pas encore terminé, mais dont la scène avait été décrite à la Star Wars Celebration 2016 à Londres. On va revenir là-dessus plus tard, mais bref, Dave Filoni avait tenu un panel sur le fait, sur les épisodes perdus en fait de Clone Wars, et expliquait que il avait écrit une scène dans laquelle les troopers de Rex ont repeint leur casque en orange et en blanc en hommage au visage d'Ahsoka en fait, quand elle revient parmi eux aider Anakin alors qu'elle n'est plus une Jedi. Et en fait, pour eux, la loyauté étant plus forte que tout, parce qu'ils comprennent pas trop tout ce qui se passe du côté des Jedi et de la politique, ils repeignent leur casque. Et en fait, Ashley Eckstein, je vais y arriver un jour, promis, avait pleuré en entendant la description de cette scène que Filoni lui avait jamais fait jouer, puisqu'il l'avait juste écrite. Et il se trouve qu'il lui a montré la scène cette année, et qu'elle a à nouveau pleurer, même si c'était un démo reel un peu dégueulasse et que l'animation n'était pas terminée. Mais c'est vrai que c'est assez émouvant, et je sais pas, je trouve que ça raconte un truc de ouf sur les clones et tout. Enfin, moi j'adore les personnages militaires, hein, vous me connaissez. Je suis pas forcément partial de ce côté-là, et Filoni ne l'est pas non plus. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'anecdote, mais voilà, Filoni avait fait sa première célébration dans un cosplay de Plo Koon. Voilà, parce qu'il est super fan de Plo Koon, et c'est ce qui fait qu'il a fait plusieurs épisodes sur Plo Koon pour lui donner un petit peu plus de corps, n'est-ce pas? Et en parlant de corps, il y en a beaucoup qui ont été tués, maltraités, détruits dans un grand coup à la mâchoire, tasés, dégommés au blaster et au lance-flammes dans le panel de The Mandalorian. Et oui, quelle belle introduction pour The Mandalorian, le panel star de dimanche dernier. Est-ce que on peut en parler, puisqu'il était rediffusé en ligne avec quelques petites exceptions, et je sens que JB et son sourire narquois digne de Salacious Scrub est prêt à balancer tout son sel. Vas-y JB. Non, je vais pas balancer mon sel. Je pense juste que c'est dommage de la part de Disney de pas avoir mis un des extraits en bonne qualité sur internet. C'est bien pour les gens qui sont sur le panel d'avoir du contenu en plus, ça je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, que la série la plus attendue de ta plateforme Disney+, les seules images que tu puisses voir, c'est des mecs qui ont filmé un écran avec leur téléphone portable, en termes de com, j'ai un peu du mal à comprendre ça. Je pense qu'ils ont voulu faire un embargo là-dessus, en fait, pour pas qu'il y ait 2 trailers de trucs Star Wars en live action au même moment. Parce qu'à mon avis, ils avaient peur de perdre un peu les gens et ils voulaient pas faire de l'ombre au trailer de l'épisode 9. Je pense que c'est pour ça. Moi, je crois à cette théorie de Constance, qui est par ailleurs vérifiée par les faits, en fait. Ça n'est jamais arrivé avant, et dans aucune célébration. C'est d'ailleurs, en fait, je crois, la célébration où ils ont le plus de trucs à montrer. Parce que la précédente c'était 2015 avec The Force Awakens, on devait avoir Rogue One et aussi Boba Fett annoncé, etc. On n'a pas eu Boba Fett, mais même Rogue One avait eu une espèce de micro-teaser qui a rien à voir avec le film, mais qui présentait un peu la note d'intention. Et déjà à l'époque c'était un peu en mode genre waouh, ça, plus Star Wars Battlefront et tout, et t'avais une inondation sur 3 jours de New Star Wars. Et après, t'en entendais plus parler jusqu'à l'E3 où c'était Star Wars Battlefront 2, quoi. Battlefront premier du nom, pardon. Et du coup, j'ai un peu l'impression que là, multiplié par le fait qu'il y avait 5 jours, c'est fort possible que les mecs se soient dit on montre rien parce que les gens vont être confus ou vont pas comprendre dans quelle époque on est. Et je pense que c'est un vrai problème. Marvel Studios ne l'a pas parce que tout est linéaire, mais même eux, tu vois, genre quand on a été voir Captain Marvel, pour prendre un exemple, les gens avaient dit ah non mais vous êtes trop dur avec la fin d'Infinity War, tout le monde y croit parce que personne ne sait qu'il y a un Spider-Man 2 qui arrive. Entre temps ils ont balancé la bande-annonce de Spider-Man 2 avant Endgame, et quand on a été voir Captain Marvel et qu'on a vu la bande-annonce de Spider-Man 2, la réaction des gens dans la salle c'était attends, what, il est vivant?
genre on s'est bien fait avoir. Et du Oui, coup mais je me dans- dis dans on ce peut cas-là- avoir ce genre d'effet Star Wars Ouais, aussi. oui, tu vois. mais t'as le trailer, le teaser de Star Wars 9, et dans ce cas-là, tu balances le making-of de Mandalorian. C'est vrai. Et comme ça, Ça aurait été faisable. Enfin, c'est pour un moi, making-of, tu vois. pour moi, c'était le seul compromis possible. Effectivement, balancer 2 trailers, oui, je peux comprendre que les gens soient stupides et qu'ils n'arrivent pas à lire qu'ils Les gens, s'arrêtent à Star les Wars, gens quoi. sont stupides, hein. Je pense qu'on n'est pas au bout obligé d'un de- moment. Oui. T'en as un qui s'appelle Star Wars 9 et l'autre qui s'appelle Star Wars The Mandalorian, tu vois. Ouais, Si les gens lisent pas 4 mots, tu peux Ouais. rien faire pour eux, quoi. effectivement. David, qu'est-ce qu'on peut faire C'est pour même eux contrevenir avec leur nouvelle politique, c'est-à-dire de vouloir à la fois lancer une série, avoir des films. Si tu le montres pas, comment tu veux le faire exister dans l'esprit des gens? Alors oui, peut-être que ça peut phagocyter, l'un peut phagocyter l'autre. Et effectivement, The Mandalorian est supérieur à Star Wars, le dernier du nom. Mais je pense que... Hot take. Tu veux dire Star Wars, le trailer de Rise of Ouais. the Skywalker je pense Rise qu'il est of supérieur. Skywalker Ouais. Ouais, ok. L'ascension de Skywalker. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu le titre en français, tu fais bien de le rappeler. Donc je pense que il faut quand même que Disney dise ben oui, on a une série, ça va arriver. Moi je pense qu'ils l'ont pas mis parce que au niveau international la série va pas arriver en même temps Ouais, chez c'est tout le possible monde. aussi, Et je ouais. pense que c'est plus ça qui fait qu'ils retiennent un peu l'information et qu'ils la délivrent plus vers les Américains que vers l'international. C'est une excellente remarque et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, notamment du coup des Européens, parce que je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire, dans ma timeline qui étaient en mode genre les mecs essayent de vendre Disney+, mais ils te montrent pas ce qui est censé être le flagship en fait de Disney+. Ça sera très clairement The Mandalorian parce que je doute qu'il y ait une série Marvel Studios qui sorte d'ici là. Tu vois. Non, bah en plus, de toute façon, sur les images de Disney+, des c'était menus, tout ça, il y avait Mandalorian, Mandalorian le en bandeau, gros. Donc ouais. oui, c'est la série sur laquelle ils vont vendre la plateforme. Après, faut pas être con, quoi. Je veux dire, en Europe, on va quand même le voir, le Mandalorian. Ouais, bah ouais. Non, mais après, je pense que le problème, c'est qu'ils ont pas, j'ai envie de dire, 7 saisons de Game of Thrones avant, et où les mecs ont compris que le piratage, ça faisait leur business aussi, tu vois. Et je sais pas si Disney, d'ailleurs, le comprendra un jour, et encore moins, hein, peut-être, en devenant la méga corporation qu'ils sont devenus en achetant Fox. C'est un vrai problème qui a rien à voir avec le sujet de ce podcast, mais est-ce que les mecs vont comprendre que, bah, du coup, il y a la moitié, voire plus de la moitié, les 3/4 du monde qui ne verra pas The Mandalorian sur leur plateforme en fait. C'est un vrai truc parce que je doute qu'ils deal avec OCS ou n'importe qui d'autre pour essayer que ça arrive le 12 novembre. D'ailleurs, ils nous ont pas dit si je crois que la diffusion en fait de la série en plus sera classique, ça sera un épisode par semaine si je dis pas de bêtises parce que je crois que quand ils ont annoncé Disney+ juste avant la Star Celebration avec leur panel, ils ont expliqué que le premier épisode serait disponible le 12 novembre. Ça veut pas forcément dire que les autres épisodes seront disponibles. Ouais, mais il me semble que dans le panel, je sais plus quelle actrice ou quel acteur a dit que c'était l'année pour binge watch du Star Wars. Donc peut-être que tous les épisodes c'est vrai. seraient disponibles. C'est possible. Je sais pas, à mon avis, si je réfléchis Je en me termes souviens pas de marketing, ça. il vaut mieux qu'ils le fassent un par semaine pour créer en fait un réflexe de je reviens sur la plateforme, etc. vu que ça sera neuf. À mon avis, Bah, ils ça vont permet tout faire aussi comme de ça. segmenter l'effet téléchargement quoi. Ça veut dire que tu vois t'as pas un connard qui chope le fichier et qui met tout d'un coup et puis tu vois genre tout le monde en parle. Enfin, l'effet Netflix, il est réel, tu vois, genre ça crée des espèces de boules. Moi, je me souviens pour prendre un exemple un peu science-fictionnel aussi, genre Love, Death and Robot, t'as l'impression que tout le monde en parle pendant un week-end en mode c'est le truc et t'arrives le lundi, tu regardes et tu fais ah c'est pas si mal en fait. Enfin, c'est bien, mais c'est pas non plus le truc dont tout le Moi, monde je l'ai pas maté cette série, mais j'ai vu des gens vendredi dire ah c'est la meilleure série du monde, et le dimanche des gens ah bah c'est de la merde. parle. Ouais, bah Enfin, oui. les gars, c'était il y a 2 jours, il y a eu 12 épisodes. Non, mais moi, j'ai j'ai pas pas envie le time. Mais du coup, j'ai pas envie de voir ça sur Star Wars. Bref, le panel était assez spécial pour ça, sachant qu'en plus, on rappelle aujourd'hui, cette année, les panels, même si tu faisais la queue, ça ne servait à rien, puisqu'en fait, tout était tiré au sort avant la Star Wars Celebration. Donc, les gens qui étaient là. Est-ce qu'ils avaient plus de chances d'être récompensés ou moins de chances? Je sais pas trop, c'est juste le hasard. Et comme le dirait le Joker, non, c'est Arvidan qui dit ça, et ben c'est peut-être la seule vraie justice. Après, on dit du mal sur le panel, sur les trailers, tout ça. Moi, je trouve que c'était un panel qui était très généreux. Alors voilà, côté de justement, je voulais parler du panel parce que j'ai deux sons de cloche. Donc à ma gauche, j'ai Phobos qui a trouvé que c'était globalement chiant. Moi, j'ai trouvé deux choses, que c'était hyper bien de pas avoir un host. Peu importe ce qu'on peut penser de Jon Favreau et de Filoni, on peut être fan ou pas. En fait, moi, ce qui m'énerve dans la Star Wars Celebration, c'est ce côté... ils l'ont pas encore niveau E3, ça dépend les hosts. Mais c'est ce truc du jeu vidéo de tout est amazing, tout est fantastic, tu vois. Genre, les mecs n'arrivent pas à enchaîner deux questions sans que ça paraisse naturel. Et en fait, la conversation est vachement fragmentée. Quand Kathleen Kennedy est arrivée, ils avaient pas de siège. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a même pas de siège. Et ensuite, on a vu qu'il y avait une table, etc. Mais elle a dit, voilà, j'ai mes deux gars, c'est Jon Favreau, c'est Dave Filoni. Ils ont travaillé ensemble sur cette série. Déjà, c'est super marrant de voir Filoni comme numéro 2 parce que on a su à travers le panel qu'il était beaucoup plus impliqué qu'on le pensait en simple réalisateur.
Mais le fait d'avoir les créateurs qui gèrent eux-mêmes leur panel, j'ai trouvé intéressant. Peut-être que parfois c'était pas forcément super pertinent. Ça permet à Favreau par exemple de parler de Guillermo del Toro. Tu vois, pendant 30 secondes, il dit c'est un truc que j'ai appris de del Toro, de nerdiser sur pourquoi on a refait une maquette et qu'on a bâti un espèce de rail sur notre appareil photo. Je pense pas qu'on aurait eu des trucs comme ça si on avait eu Josh Gad qui faisait des blagues tous les 2 secondes. Prout, j'ai pas pu rentrer dans Galaxy Z. Ce que j'ai trouvé dommage sur le panel, en fait, c'est les acteurs qui avaient rien à dire. Moi, c'est toujours le cas en fait. J'aurais préféré 1 heure de Favreau et Filoni qui nerdisent. Ouais, c'est vrai. Mais c'était le panel le plus nerd déjà, il faut le dire. Pedro Pascal, il a dû lâcher 3 phrases quoi. Bah en même temps, ça va avec son rôle. En fait, ils ont rien le droit de dire et c'est ça que je trouve hyper chiant et je l'avais déjà vécu un peu sur le panel de l'épisode 9 vendredi. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré le panel de l'épisode 9 et qui ont dit que J.J. Abrams a fait un meilleur boulot que Jon Favreau et Dave Filoni. Je trouve qu'ils exagèrent parce qu'on n'a rien su de Star Wars 9 quoi. Vraiment, genre le mec nous a dit c'est une aventure, le groupe est ensemble. Et à la fin, on a eu un trailer qui révèle Plagueis, mais sinon, J.J. Abrams, il a dit 3 fois moins de trucs qu'ont dit Favreau et Filoni, tu vois. Après, bien sûr, t'analyses et tu prends le moindre de leurs trucs comme une note d'intention, alors que c'est peut-être juste une anecdote pourrie. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment généreux. Ok, les acteurs avaient peut-être moins à dire, mais en même temps, c'est pas leur rôle, tu vois. Genre, moi, j'ai envie d'entendre les créateurs. Je m'en fous de ce que limite John Boyega ou Pedro Pascal ils pensent du perso, en fait. J'ai envie de savoir pourquoi il est là, qui c'est, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, mais justement, les acteurs pourraient parler de leur personnage, de la trajectoire, je sais rien, des choix de costumes, apporter des éléments. Et là, en fait, on sent qu'il y a un tel embargo sur ce qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'en fait, c'est chiant, en fait. Mais même dans le panel de l'épisode 9, c'était encore pire, parce qu'en fait, le présentateur, en posant la question, il se marrait en mode « je sais très bien que tu pourras même pas me répondre, mais il pose quand même les questions. » Franchement, et du coup, c'est insupportable. J'ai adoré voir Stephen Colbert, parce que je l'adore et tout, mais genre, par exemple, tu vois, poser la question à Daisy Ridley, est-ce que le sable de Luke Skywalker survit, alors que tu le vois dans le trailer, c'est complètement débile, tu vois, c'est littéralement 5 minutes de perdu pour le panel, quoi. C'est genre, oh bah oui, je peux pas vraiment le dire. Mais meuf, dans 20 minutes, on va le voir sur l'écran. Tu vois, genre, pose une autre question. Je sais pas. Après, c'est pour ça que moi, je préfère 2 mecs qui sont là. Oh putain, les Mandalorian, c'est mes persos préférés. J'ai écrit cette série avant même que j'ai le boulot. Tu vois, j'ai envie de savoir ce genre de trucs. Et ils étaient complètement dans leur nerd de riz à 2, tu vois, en mode, on s'est rencontrés quand je mixais Iron Man au ranch et que moi, je travaillais sur Clone Wars saison 1 et on s'est montré nos épisodes. Après, ils parlent du vaisseau, de faire la maquette. Putain, ça c'était ouf. Non, mais la maquette. Le vaisseau d'ailleurs, le Razor Crest de Razor Crest, je crois que c'est le nom tu du l'as vaisseau. dit, mais l'anecdote de Del Toro, quoi, quand il dit c'est Del Toro qui m'a dit fais faire des props de tes films, comme ça tu les gardes pour toi. Ouais, effectivement. Puis le foutage de gueule entre les deux, avec le mec qui travaille l'animation, le mec qui a fait du live action, sachant que tu sais que Filoni passe du live action. Je sais pas, j'ai trouvé assez généreux, tu vois, même Gina Carano qui arrive et tout, et qui dit ouais, j'ai fait mes squats et tout. Tu vois la photo de la meuf, tu fais ok, elle va déboîter des culs de Stormtrooper. Pedro Pascal qui explique qu'ils le font venir, ils voient les storyboards, ils pensent qu'il va jouer un robot, et en fait les mecs viennent le faire auditionner pour. Je sais pas, j'ai trouvé que. Ok, tu sais, c'est du pur marketing, ils ont pas grand chose à dire, mais faut dire ce qu'il y a. Et on a été tous les deux à une Star Wars Célébration. Rogue One, il y avait tout le cast, et du coup, ils avaient une phrase chacun. Et j'allais dire Jyn Erso, d'ailleurs, du coup, Felicity Jones, j'avais perdu son nom, a dit moi j'adore mon perso parce que elle a le ceinturon comme celui d'Han Solo. Tu vois, t'es là, genre, ouais, ok, super, on avait vu quoi. Tu vois, genre, sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le perso? Et ça a toujours été comme ça. Du coup, moi j'étais presque surpris qu'il n'y ait pas de hausse, que ça soit plus en mode un peu Comic-Con, plus ricain en fait, plus en mode on sait pas trop de quoi on va parler, mais ils sont là. Puis je sais pas, le cast avait l'air d'avoir quand même une certaine patate. On a quand même Carl Weathers, putain de mec sorti droit de. Allez écouter nos deux, trois. Combien on a fait d'épisodes d'Actionnaire sur Predator, David? 2 3, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc allez faire un tour sur Actionnaire pour écouter nos épisodes sur Predator. Mais moi, je sais pas, voir la bonne gueule de Carl Weathers, Pedro Pascal avec ça, il est super attachant ce mec. Et en plus, je trouve ça horrible, c'est que le gars est super attachant et il va avoir un casse toute la saison, tu vois. Mais bref, qu'est-ce qu'on a pensé du panel, David? Toi, tu l'as maté en live ou pas? Ouais, je l'ai maté en live. Alors oui, je peux comprendre que ce soit considéré comme chiant, mais j'ai kiffé l'aspect. Les gars, ils se faisaient plaisir, quoi. Alors c'était super anecdotique, hein, vraiment les informations, mais c'était d'un autre côté communicatif. Ouais, c'est ça, c'était communicatif. Le truc, c'est que là où Stephen Colbert, tu vois, faisait le show et aidait d'une certaine manière à ne rien dire, et le faisait passer quand même comme une lettre à la poste. Là, les gars, ils savaient qu'ils avaient rien à dire, mais juste montrer le petit vaisseau, le petit montage, le petit truc. Voilà,
Ça a aidé, quoi. Mais c'est quand même le seul panel où ils ont récompensé les gens. Alors, ok, ils étaient tirés au hasard, mais pour voir des trucs. Ouais. On parlera des images tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal. Parce que, bon, on l'a fait, nous, la queue, etc., c'est quand même pas marrant. Être tiré au hasard, c'est pas non plus extrêmement gratifiant, j'imagine. Mais tu te dis, il y a quand même encore un minimum de sens pour pas mal de gens d'y aller. Je sais que c'est frustrant pour les gens qui n'y sont pas, mais à l'échelle de la Star Wars Célébration et connaissant la vitesse des leaks sur Internet, puis on n'est pas trop mal servi depuis notre canapé quand même. Bref, JB, tu voulais rappeler une anecdote qui effectivement était du côté total nerd, mais qui m'a aussi redonné un peu confiance en fandom Star Wars. Moi j'ai trouvé ça cool, quand ils parlent, il leur manquait des figurants et des Stormtroopers. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de commander des props à Lucasfilm et d'engager des figurants, ils appellent la 501ème. C'est hyper cool. C'est Pourquoi? super sympa, quoi. Parce que c'est le premier Star Wars filmé aux États-Unis. Ça, c'est quand même ouf comme anecdote. C'est le premier Star Wars filmé sur le sol américain, si on compte pas le toit des studios Bad Robot où J.J. Abrams avait fait un reshot de The Force Awakens, il le dit, je crois, dans son commentaire audio. Mais bref, on peut parler un petit peu des personnages parce que même si les acteurs étaient pas là, on a quand même eu au moins le nom. Alors, on sait que The Mandalorian, c'est El Mando ou The Mando ou Pedro Pascal, hein, comme on va l'appeler. Donc, on ne sait pas beaucoup de lui, on ne sait pas beaucoup de choses de lui. En plus, la description qui a été donnée du personnage, c'est que c'est un lone gunfighter, ce qui était déjà, je crois, le pitch original de l'annonce, en fait. Donc, on ne sait toujours rien de lui, si ce n'est qu'il a la classe, David. Et ses références, c'est surtout les films de Sergio Leone et Ouais. de Kurosawa. Ouais. Donc, Mais il y avait aussi une le énergie côté un là-dedans. peu Clint Eastwood, Il y avait un côté western. Star Wars de 2012, c'est ce que j'ai tweeté, je crois. J'avais l'impression de voir Star Wars au moment où c'est racheté, tout ce qu'on se dit. Putain, ils vont prendre un truc, ils vont faire un truc un peu gritty, western adulte, ils vont mettre un Mandalorien parce que ça va faire kiffer les fans. Ils ont jamais fait ça depuis 5 ans, même 5 ans, 6. Putain, 7. Et le temps passe vite. Et j'avais l'impression d'être, tu vois, genre 7 ans en arrière, mais du bon côté du truc, en mode genre. Du coup, ça arrive à la télé, ce sera pas pour tout le monde, tu vois, ça se trouve, ça va intéresser les gens qui ont jamais vu Star Wars, ça se trouve, ça va pas du tout intéresser les gens qui ont déjà vu Star Wars au ciné et qui vont, tu vois, le mercredi quand ça sort. Mais quelque part, c'est là, et c'est un mélange de Legends, ça continue le canon parce qu'on sait jamais ce qui est arrivé à la Nouvelle République entre 6 et 7. Alors, il y a des romans, il y a des trucs à piocher à droite à gauche, mais techniquement, c'est super intéressant d'avoir ce setting-là quand même. En tout cas, il a l'air d'intéresser Jon Favreau parce que c'est comme ça qu'il avait commencé son pitch. Et puis, il a expliqué que les réalisateurs qu'il avait choisis, c'est par rapport à la vision qu'ils avaient de Star Wars. Et on a un cast un cast de réalisateurs qui est pour le coup peut-être plus varié que ce qu'on a vu au sein du casting. Et ouais, je sais pas. Enfin, moi j'étais là, ok, je suis chaud. Et limite, c'était presque horrible de pas savoir que, genre, voilà, it's coming to Disney Plus right now, tu vois, genre, vas-y, abonne-toi. Et enfin, bien sûr, on savait que ça arrivait en novembre parce qu'on avait déjà eu l'annonce, mais limite, ça aurait été le genre d'annonce, tu pètes les plombs, quoi. Genre, t'achètes 200 ans de ta vie pour voir la suite, quoi. Mais j'ai eu un vrai côté vendu pendant le panel, quoi, que j'ai pas eu du tout dans Star Wars 9, tu vois. Genre, ça m'a complètement, tu vois, j'étais genre, ok. Le genre zéro reveal, ok, Abramsy sur Abramsy. Après là, je veux pas être anti-Abrams parce qu'en plus j'ai bien aimé The Force Awakens, mais il y a un truc qui fait que quand Rian Johnson est arrivé sur scène, personne le connaissait et il faisait le show lui-même, il prenait ses photos et les gens apprenaient à le découvrir en même temps que lui il découvrait les gens. Et on n'a pas ça avec J.J. Abrams. Il arrive, c'est le patron, il est en costume cravate et genre tu te démerdes, tu vois, genre tu prends ce que tu peux, tiens, prends ton trailer et démerde-toi. Alors que là, je sais pas, il y avait plus un côté on fait ça ensemble, il y a les mecs de la 501ème, il y a des mecs qui aiment Legends, il y a les mecs qui aiment la prélogie. D'ailleurs, il le dit, moi j'ai pas aimé la prélogie, Jon Favreau le dit, tu vois, genre toi t'es la prélogie, moi je suis la trilogie, il y a des mecs qui ont grandi avec Legends, maintenant il y a des gens qui ont des... Enfin, je trouve ça hyper cool qu'ils arrivent à rassembler. J'ai l'impression que c'est aussi grave le projet un peu, ça va plaire à tout le monde entre guillemets, tu vois, genre... Bah, ils l'ont dit d'ailleurs, en fait, c'est une série qui est faite aussi pour les gens qui ne connaissent rien à Star Wars. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir vu tout ce qui se passe avant pour pouvoir rentrer dedans. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a un retour, peut-être un côté au Star Wars bricolé. Hein, voilà, ils ont fait des trucs littéralement dans leur garage, ils ont un peu donné carte Ça, blanche j'aime à bien, certains putain. ingés et tout. Ça, et c'est ça, bon, quoi. assez chouette. Tu vois, genre, pour faire le parallèle avec le panel Star Wars 9, et on aura l'air de gros vendus qui aiment pas Star Wars 9, alors c'est pas le cas, on a fait un épisode d'1h10 sur un trailer de 2 minutes, donc calmez-vous. Mais je me souviens que dans le panel Star Wars 9, à un moment, Stephen Colbert repose la question, c'est qu'il pose à chaque fois, alors vous avez des practical sets ? Genre, c'est bon, on sait que depuis 2015, votre obsession, c'est de dire on fait ça comme à l'époque de la trilogie, ce qui est techniquement faux. Et là, tu vois, Jon Favreau, il montrait, bah, genre, ouais, on a utilisé la technologie de The Lion King et machin, mais on a aussi construit des sets pour la première fois à Los Angeles, c'est ouf, on a fait venir des gens.
Enfin, tu vois, c'est en mode genre, les gars, ils étaient screen accurate, donc on les a mis direct. Enfin, tu vois, ça donne presque une. Enfin, je sais pas, j'ai presque une vision d'amateurisme, mais en mode sympa, tu vois, genre en mode, bah ouais. En plus, les gens de la 501e ont jamais le droit d'enlever leur casque de Stormtrooper. Et là, ils ont eu à jouer. Et les mecs, ils disaient, ils étaient là, ça m'a fait marrer. J'ai dit à Constance, et à un moment, ils disent, cette anecdote est vraiment formidable, mais les mecs, ils disent, tu te rends compte, ils ont joué. Carl Weathers dit, putain, les mecs, ils étaient dédiés, ils ont été à fond. T'es là, genre, en même temps, mec, tu reçois le coup de fil. Les gars, t'as une armure, ouais, s'il te plaît, viens de quel côté? Ok, d'accord, on va dans quel hôpital? C'est pour les enfants malades? Non, c'est pour jouer dans The Mandalorian. Bien sûr que gros, tu restes 10 heures de ta vie, tu vois, genre, et tu prends une photo avec Pedro Pascal, elle est incroyable. Ils ont tous la putain de smile. T'as Jon Favreau qui pop en mode, oh putain, les mecs sont déter. Bah ouais, enfin, je sais pas, ça m'a remis the spark that will light the fire of the Star Wars fandom. Mais surtout, ce qui est super cool, c'est que du coup, en faisant venir des fans, des ricains typiques, en fait, il y a plein de meufs qui sont en armure, t'en as des petits, t'as des gros et tout. Enfin, c'est hyper marrant aussi de ce côté-là. JB, tu voulais rajouter un truc? Je crois que c'est Dave Filoni qui a dit qu'en plus, il avait même pas besoin de les diriger. Oui. Il avait même pas besoin de... Alors, qu'est-ce qu'ils font les Stormtroopers? Ils étaient déjà sur. Il expliquait que les gens qui l'avaient engagé pour être des Stormtroopers savaient pas tenir leur blaster, alors que les mecs qui étaient des cosplayers de la 501e, En même temps, ils font ça tous les week-ends depuis 10 ans, tu sais. Les mecs, c'est des Stormtroopers dans leur vie. Ils étaient born ready, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, du coup, parlons un petit peu des personnages, parce que j'ai introduit ça tout à l'heure. Donc on sait que rien du Mandalorian, si ce n'est que ça va être un perso à la Sergio Leone. Est-ce que... On sait toujours pas si c'est vraiment un Mandalorian. Et ça, c'est cool. Serait énorme. Ça, c'est cool. Ça serait énorme. Mais je soupçonne un peu le truc d'être comme ça. Après, on l'a vu quand même être relativement badass. On reparlera des images que nous a apporté notre oncle qui a eu la chance d'être tiré au sort. Bref, Constance, présente-nous un peu la seule fille du panel, potentiellement aussi la seule fille de la série. Donc il y a un petit côté Rogue One, j'ai envie de dire, mais un petit côté pour l'univers Star Wars, mais on peut aussi appeler un syndrome de la Schtroumpfette. C'est ça s'appelle le syndrome de la Schtroumpfette. Bon. C'est vrai que dans toutes les images qu'on a vues, en fait, c'est le seul perso féminin qui ressort, mis à part une Twi'lek sexy, bien sûr. Mais quel personnage mais quel personnage, effectivement, c'est... Donc comment elle s'appelle? Elle a un nom extrêmement Star Wars. Cara Dune. Cara Dune. Dune. Comme Dune, le roman. Ok. Et donc, cette chère Cara a des gros bras très musclés et va casser des gueules. Voilà, l'actrice a dit qu'elle avait fait la plupart de ses cascades elle-même. Et on ne sait pas grand-chose, en fait, sur ce perso, si ce n'est que c'est une ancienne combattante Shock Troop rebelle. Ah. Elle va sûrement aider The Mandalorian. Ils ont l'air de plus ou moins de s'allier à un moment donné pour casser des gueules joyeusement. Mais c'est assez rafraîchissant comme type de personnage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment... Bon, déjà, il n'y a pas 35 persos féminins dans l'univers Star Wars. Assez pour que des gens boycottent les films. Visiblement. Et là, on est vraiment sur le côté guerrière, un peu bourrine et tout, qu'on n'avait pas vraiment eu jusque-là. Donc, pour le coup, c'est plutôt... intriguant. Enfin, moi, il me plaît bien ce personnage. Est-ce que tu veux nous présenter David en tant que monsieur actionneur de... Enfin, ça a plein de sens quand je dis ça, monsieur actionneur, mais le personnage de Carl Weathers. Non. Tu veux pas le présenter? Je peux pas. Ok, tu peux pas? David, il est beaucoup trop dans l'amour de Carl Weathers. Exactement. Moi, je le regarde, je fais que ça, tu vois. Mais il a une patate énorme pour son âge. Quel âge il a, ce mec? Il était incroyable. J'ai l'impression que c'était... Il y en a beaucoup dont c'était la première célébration. Ils étaient là, ouais, célébration et tout. Là, le mec était là, ouais, you made it happen. Et toutes les 5 minutes, il faisait clapper les gens et tout. Enfin, c'était assez incroyable. Bref, il joue le rôle d'un bonhomme qui s'appelle Griff Karga. Je crois que c'est ça que j'avais noté par rapport à son nom. Et donc, il gère tout un groupe de mercenaires, d'après ce qu'on a compris, je crois, sur cette planète où ils sont. D'ailleurs, on sait pas vraiment quelle planète c'est, même si ça ressemble quand même étrangement à Tatooine. Et un peu à Batuu. Hein. Et un peu à Batuu, mais bon. Je pense que ça ressemble plus à Tatooine. Ça a l'air plus désertique qu'autre chose, mais je pense que ça sera de toute façon une autre planète. Bref, et du coup, ouais, c'est lui qui s'occupe un petit peu de la criminalité locale. Et c'est lui qui va proposer un job à notre ami The Mandalorian, et c'est là que le panel a coupé avec un extrait de 4 minutes, et heureusement Tonton Billy était là, et Tonton Billy a bravé l'interdiction. Tonton, désolé, depuis Disney t'as transformé en cheval, si vous avez la référence, mais du coup on a quand même pu voir la scène. S'il vous plaît, ne nous transformez pas en cheval, tout ça n'est qu'amour pour Star Wars. Et donc ils ont commencé leur panel avec un extrait assez long de plusieurs scènes, en fait, de la séquence qu'on a découvert juste avant le podcast par hasard, vraiment par hasard. Et ne nous transformez pas en cheval. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Et j'ai envie de donner la parole à David pour commencer. Ça claque. Franchement, ça claque.
Je trouve que The Mandalorian a une présence tout de suite à l'écran. Tu sens que juste dans la manière dont il marche, il a une présence géniale. L'image, on voit des Stormtroopers, leur armure elle est crade. Je trouve il donne une texture à l'univers qu'on retrouve pas dans les films. Je trouve que les films ont un côté plus shiny. Là, il y a un côté un peu plus crade, un peu plus Sergio Leone. Ils ont utilisé le mot gritty d'ailleurs, je crois, pour écrire la série. Je sais pas, il me semblait aussi. J'ai l'impression que dans l'extrait, il disait We want the shit or you don't. Je sais plus, mais j'ai l'impression que c'était. The chip. Ah, c'était le chip, le jeton. La puce. Moi, j'aurais bien aimé qu'il balance des gros mots et tout, tu vois. Et que le Mandalorien ait un accent hispanique, mais c'est pas le cas. Mais c'est quand même franchement cool, non, Phobos? Ce qu'on a vu. Ah ouais, c'est clair. Non, enfin, ce que l'oncle a vu et qui nous a transmis. Oui. Tu sais, la disquette qui nous a transmis avant qu'un mec en noir avec un sabre laser rouge le découpe en deux. Tout à fait. Non, effectivement, c'est très chouette les extraits qu'on a vus. C'est marrant parce que. On parle juste de cet extrait-là pour l'instant, donc ne dis pas les extraits. Parce on a vu que cet extrait-là pour l'instant. L'extrait est assez cool. Ça prend son temps. Tu vois, il y a un plan où les jours le Mandalorian qui marche pendant 15 secondes. Et c'est marrant Attends, parce que. Je pense qu'ils savent qu'il est stylé, soit. Allez, on le laisse un petit peu plus. On va te montrer qu'on a construit des décors, que le costume est pas mal. Ouais, moi ce que j'ai bien aimé justement, c'est tous les petits détails qu'il y a dans le décor, les petits gadgets, les petits robots déglingos, le petit marché un peu foutraque avec des aliens qui sont en train de rôtir là. Voilà, on sent qu'ils se sont fait un peu plaisir sur tous ces petits détails là et qu'ils ont pris les trucs un peu les plus weirds et les plus cassés. Je sais pas d'ailleurs, j'imagine que c'est le premier épisode. Il y a des chances que ce soit un extrait du premier épisode. Ça aurait été réalisé par Dave Filoni, il me semble que c'est lui qui a le premier épisode. Ouais, il me semble que c'est lui aussi qui a le premier épisode. Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé cool dans l'extrait, c'est que, toi, les petits aliens, les petits trucs, en fait, c'est des éléments qu'on avait déjà vus dans Star Wars. On a tendance dans Star Wars à avoir à chaque fois le nouvel alien, le nouveau droïde, à chaque fois avoir une surenchère de nouveaux trucs. Là, c'est des aliens qu'on avait déjà vus, qui existent, et donc ça donne un peu de corps au truc. Pareil pour le droïde. L'espèce d'œilleton qui vous la porte, c'est le même que chez Jabba, tu vois, parce que il n'y a pas 70 000 types de sonnettes dans le monde. Au bout d'un moment, tout le monde a un peu les mêmes. Et ça, je trouve que ça donne une espèce de cohérence à la série par rapport à l'univers. Et visuellement, moi, j'avais un peu peur que ça soit un peu le Stargate de Star Wars. Tu vois, que ça ait un côté pas cheap, mais un peu où tu sens que les moyens ils ont été raclés à certains moments. Il y a un côté vachement plus généreux quand même dans l'extrait qu'on a vu. J'ai trouvé que dans le trailer il y avait des plans quand même relativement vides qui là dans l'extrait ont l'air un peu moins vides. Alors est-ce que c'est des plans pas forcément terminés aussi. Après l'extrait, il y a pas c'est pas des plans avec des FX, c'est une discussion, mais visuellement l'ambiance elle a l'air chambée quoi. Ok. Et le côté western, il est cool quoi. Et qu'est-ce qu'on pense on a quand même Werner Herzog dans le rôle d'un mafieux chelou. Alors je sais pas s'il va demander aux gens de s'arracher leurs pouces avec les dents, comme dans un certain film de Christopher McQuarrie. Mais c'est pareil aussi, énorme cast. Enfin, je veux dire, en dehors de ceux qui étaient sur scène, on a du coup lui, et pour embrayer sur le trailer, on terminera peut-être avec le making-of, parce qu'il y avait peut-être moins de choses à discuter. Sur le trailer, on voit aussi Giancarlo Disposito, qui est le méchant de Breaking Bad, qu'on a vu dans plein d'autres choses aussi, et qui joue du coup un officier impérial. Il a l'air très très méchant. Qu'il a l'air très très méchant, et du coup j'imagine. Déçu qu'il ait pas une moustache. Et vous aller vraiment dans la méchanceté. Ouais, méchanceté maximum. Et ce trailer, on voit quand même assez du bois, et vachement quand même tourné vers les fans avec un maximum de clins d'œil. Donc on voit un Tori DJ, on voit ce qui a l'air d'être 4 LOLM, un mec qui chevauche un dweeback un moment. Il y a d'ailleurs un moment un plan cuit sur le holster du Mandalorian, parce que c'est pas lui qui chevauche la bestiole, mais il me semble qu'à un moment ils doivent chevaucher un truc parce que le plan était vraiment en mode il est sur un speeder bike ou une bestiole. Enfin, ce trailer il était quand même vachement généreux, non? Enfin, j'étais même presque surpris par sa générosité, la petite musique western à la fin une fois qu'il a braqué le fusil. J'étais aux anges pour pas dire autre chose quoi. Mais tout ça fonctionne en plus, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est à la fois du fan service et quand tu le vois tu te dis ah mais non mais tout fonctionne. J'adore chaque passage, tu te dis chaque découverte tu fais ah mais ouais mais je connais ce truc, ah mais c'est cool que ce soit là, et vraiment ça fonctionne de bout en bout, et t'es là il y a une forme d'exaltation, t'as l'impression de retrouver le Star Wars que t'as envie de voir tout en étant quelque chose de neuf visuellement, dans le personnage, il y a quelque chose de une petite sensation de neuf, de quelque chose que t'as envie de voir quoi. Ce qui est quand même un tour de force si
Enfin, de nos jours, et surtout avec les gens à cette table. Parce que je sais qu'on n'est pas forcément les plus gros clients de fanservice à outrance et que ça a fait. Enfin, je pense que ça a fait les belles années du cinéma des débuts des années 2010, avec quand Marvel Studios a commencé à construire son univers et qu'on disait ah ouais, comme Captain America, j'ai compris cette référence. Mais que maintenant, limite, c'est devenu une manière de non écrire les histoires et de se dire ouais, c'est bon, ils ont déjà compris. Tu vois, je sais pas, la façon là là de 3 secondes zoomé sur le lait bleu dans Rogue One, ça m'a saoulé. Ouais. Alors que là, voir que l'extraterrestre qu'il y avait dans le palais de Jabba, là ils le font retirer, et qu'il y en a un autre dans une cage, donc en fait c'est vraiment des animaux qu'on mange. Bah je te dis voilà, ça c'est pas juste la référence pour la référence. Ça l'intègre dans un univers. En fait, je trouve qu'il y a un côté hommage qui du coup va beaucoup plus loin que la référence et qui est hyper cool. Mais c'est comme faut quand même pas oublier qu'ils ont repris des éléments du Christmas Special quoi. Ça c'est fusil, génial. Ça vient du Christmas Special. Et tu te rends compte qu'en fait quand c'est bien fait, bah ça s'intègre hyper bien dans l'univers. Et surtout qu'il tartine sur le fusil, hein. C'est quand même le plan final du trailer et dans la scène du coup. Il l'a sur l'épaule dès qu'il se balade. Je suis pas sûr d'ailleurs que les gens pourront le voir d'ici à ce que ce podcast soit diffusé, mais du coup à un moment il rencontre des Stormtroopers et je sais pas comment il arrive à utiliser son fusil, mais un peu comme une carabine Winchester, c'est-à-dire qu'il l'a sous l'épaule, enfin il l'a dans le dos et d'un coup il est sous son épaule, il la coince avec son coude et puis les mecs lui disent we got you 4 against 1 et il dit I like those odds et du coup t'es complètement en mode genre défonce-les s'il te plaît. Et d'ailleurs dans le trailer on a quand même cette décapitation de mâchoire de Stormtrooper qui fait mal à la gueule. J'ai jamais vu un casque de... Les gens avaient dit, je crois, pendant le panel, quand les gens décrivaient, live tweetaient et tout, ils disaient, j'ai vu quelqu'un qui disait c'est l'esthétique de Rogue One, mais encore un peu plus poussé, encore un peu plus. C'est vrai que dans Rogue One, on voyait, des fois des bouts de céramique, un peu de l'armure des Stormtroopers giclée et tout. Et là, c'est vraiment en mode. Là, c'est bien cassé là. Ouais, ça décroche des bouches, mais littéralement. Et ça a l'air assez sympa. Même la façon dont le droïde IG bouge un moment dans le trailer, qui est hyper débile, tu vois, ça a l'air hyper vieillot, on dirait un vieil animatronique pourri, mais en même temps, c'est totalement Star Wars. Et je sais pas, le vaisseau aussi, tu sais, qui nous ont expliqué comment ils ont reproduit un peu cet effet old school. Alors du coup j'imagine que ça économise aussi des frais de production, on n'est pas tout à fait dupe, mais ouais, je sais pas, puis l'ambiance, la criminalité dans Star Wars, ça a toujours été là où on trouve un peu les personnages secondaires les plus kiffants, donc tu me dis ok, on va avoir une galerie de Gugus comme ça, je suis chaud quoi. JB, t'avais un truc à rajouter ? Non, mais je pense qu'on est à peu près tous enthousiastes par rapport aux images qu'on a vues. Quoi. Mais est-ce que c'est plaisir. Pas du coup le panel qu'on a préféré de toute la célébration pour un peu anticiper ? C'est le panel que j'ai préféré, avec par contre encore ce problème de il n'y a aucune image visuelle correcte, parce que le trailer on l'a kiffé, mais on l'a vu filmé avec un téléphone, quoi. C'est pas terrible. Donc voilà, juste sur les 6 extraits qu'ils ont balancés, je sais pas, il y a eu l'extrait de 5 minutes, il y a eu le making of, il y a eu le trailer. Par contre, ils auraient pu en mettre un des 3. Pour le coup, si t'étais sur place, t'avais 5 minutes, t'avais 10 minutes de ah ouais, non mais alors ça, c'est vraiment bien pour les gens qui étaient sur place. Après, quand tu vois le nombre de gens qui suivaient les streams, c'est un peu con pour eux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et par rapport à l'idée qu'il y a une plateforme à vendre quand même derrière, ou en tout cas, enfin, c'est ce que j'avais tweeté en amont de la célébration. Je le répète comme si j'étais le plus grand des tweetos, mais c'est juste parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui me suivent et qui se disent putain, mais ils répètent tout le temps la même chose. Mais pour ceux qui me suivent, qui n'ont pas Twitter, peut-être, ou qui ne me suivent pas, il y a quand même une idée dans cette célébration que, déjà dès le titre en fait, The Rise of Skywalker, je pense que ça dit quand même un truc en mode, voilà, Skywalker dans le titre, voilà, c'est fini. Maintenant, on va vers la télé. Et Bob Iger a dit le mercredi avant la célébration, voilà, on va faire une pause avec les films Star Wars. Donc c'était quand même vachement surprenant de ce point de vue-là, de se dire putain, ils ancrent pas en 2019 que l'idée c'est que Star Wars c'est à la télé pour les 2 voire 3 prochaines années. Donc peut-être même 4. Donc il y aura d'autres séries, il y aura d'autres moments où ils pourront montrer du The Mandalorian, parce que je vous imaginais que par exemple ils pourront très bien sauter San Diego Comic Con ou la D23 cette année avec un des 2 projets, Star Wars 9 ou The Mandalorian, en choisissant lequel va avoir le droit à son trailer, à son making of. Ouais. Mais comme le rappelait Bob dans le précédent podcast, maintenant Disney a racheté la Fox. Ils ont énormément de licences et Star Wars, même si ça reste quand même un peu plus le marteau gros, piqueur, quoi. Voilà, ça reste maintenant, c'est une licence un peu comme une autre, quoi. C'est la plus grosse, mais elle va être intégrée dans une stratégie commerciale plus grand, ouais, voilà, les films ils font une pause parce qu'effectivement les prochaines dates de Noël elles sont réservées par d'autres films, tous les Avatars, il y a Frozen, il y a plein de trucs aussi, tu vois, qui vont arriver, qui font que Disney ils vont étaler les sorties.
Bref, rendez-vous le 12 novembre sur Pirate Bay parce que Disney Plus ne sera pas disponible en France, et je dis Pirate Bay parce que ça n'existe plus et que je n'incite pas au téléchargement. Comment contourner la loi française. Non, David, tu voulais rajouter un truc? Je vois que tu as le micro à la main et qu'il faut que je trouve mes fiches. Non, ok, très bien. Est-ce qu'on termine sur le panel de Star Wars épisode 1 que personne n'a vu ici à part moi? Je vous encourage à le regarder. De toute façon, on va faire un épisode Hot Rider dédié à la menace fantôme. Il faudra d'ailleurs qu'on le revoie ensemble, ça pourrait être sympa, Gibouille et quiconque sera invité. Je disais ça comme si vous pouviez venir dans mon salon, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Bref, il y a eu quand même pas mal de choses. Venez me voir en DM sur Twitter, je vous donne le digicode. Ok, c'est parti. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais bref, du coup, il y a eu quand même pas mal de monde qui a été invité. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont fait venir quand même quelques stars. Donc, notamment, d'abord, Ray Park et quelques stars. Tu fais pas venir Ray Park à la célébration, il est toujours dans la salle d'à côté. Mais ouais, non, mais il est là, il est toujours là, il attend. Ray Park et Ian McDiarmid, qui a d'ailleurs fait une petite blague en disant... de toute façon j'étais dans le coin et je suis venu je crois qu'en anglais ça se dit tu vois, genre had a love, tu vois, je suis venu avoir mon rire, littéralement, bref, yo soy el Senado. Je sais pas ce que j'ai avec l'espagnol en ce moment, mais bref, allez voir la vidéo sur YouTube du panel de la menace fantôme qui était très intéressant, notamment parce qu'il y avait un focus sur le cast. Donc je l'ai dit, d'abord les méchants du côté obscur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la scène entre Palpatine et Dark Maul, c'est la première scène qui a été tournée de la menace fantôme. Et je ne sais pas si vous le saviez non plus, mais Ray Park s'est teint les cheveux en blanc. Voilà, rien à voir bien sûr avec votre serviteur, c'est beaucoup moins bien fait. On a eu aussi droit à Anthony Daniels, qui est toujours dans sa rivalité avec Warwick Davis, dont ça a donné de grands moments, mais surtout en fait Ahmed Best, qui est l'acteur qui a joué Jar Jar et qui a un petit peu parlé de son expertise, qui était sorti du silence il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises, ou fin d'année dernière il me semble, pour expliquer que il avait un moment contemplé quand même l'idée du suicide, donc c'était pas tellement drôle, et ça faisait suite au harcèlement de Kelly Marie Tran, qui lui-même faisait suite au cyberharcèlement de Daisy Ridley, et les deux ont reçu quand même alors pas des standing ovations dans le cas de Ahmed Best, mais il a fait plusieurs panels et émissions pendant la célébration avant ça, et il y a eu un énorme engouement en fait autour de sa présence, comme quand en fait Hayden Christensen est revenu il y a 2 ans. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense, enfin, est-ce que ça nous... Parce qu'on sait que sa célébration, c'est plein quand même, tu vois, c'est cette partie des fans les plus dédiés, donc c'est quand même important qui montre au monde qu'on aime tous les Star Wars. Et c'était vraiment l'esprit du panel La Menace Fantôme, qui d'ailleurs, du coup, c'est pas ouvert par j'ai commencé par les stars, mais c'est ouvert par des techniciens. Donc il y a eu John Knoll, il y a eu Doug Chung, il y a eu, je sais plus comment elle s'appelle, je sais que son prénom est Jean, je vais retrouver dans mes fiches, mais qui est la nana qui a créé, en fait, qui était une des premières à faire du digital painting sur les créatures. Donc c'est elle qui a bossé sur Watto, sur Sebulba, etc. et qui travaille toujours chez ILM. C'est l'une des nanas les plus anciennes de ILM. Et genre, enfin, tu vois, elle a expliqué, elle a dit, voilà, vous venez surtout pour les stars, vous venez là à un panel où on va parler plus longtemps qu'eux, enfin c'est ouf, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement il y avait un engouement en disant on aime tous les Star Wars, donc pourquoi on viendrait pas à un panel pour célébrer les 20 ans de la menace fantôme, qui est toujours le meilleur préquel d'ailleurs, je le rappelle, au passage. Mais je sais pas, est-ce que ça vous a ému vous avez pas vu Ahmed Best au panel, mais vous avez vu Rostico, Kelly Marie Tran, donc je sais pas, moi ça m'a fait un petit quelque chose. Ah si, moi je trouve ça hyper beau en fait de se dire que ouais, c'est les fans de Star Wars les plus hardcore qui vont à la célébration, et du coup c'est eux qui sont parfois pointés du doigt dans certains mouvements de haine, mais que au final c'est peut-être 1% et qu'il y a 99% des fans qui sont là, qui aiment la franchise et qui aiment tous les aspects de la franchise et qui sont là pour soutenir aussi les acteurs qui ont connu des moments difficiles, que ce soit pour Kelly Marie Tran ou pour Ahmed Best, et ça c'est beau, et je pense que ça les touche aussi beaucoup. Enfin voilà, on a vu Kelly Marie Tran qui était littéralement en train de chialer. Ahmed Best, je sais pas si c'était son cas aussi, mais c'est... Très ému. On sent que ça fait du bien. Moi ça me fait du bien de voir ça. Je me dis qu'il y a encore de l'espoir dans cette galaxie.
Ouais, et puis il y a eu aussi il y a eu quelques anecdotes assez croustillantes, je vous en donne 2-3. Bon, il y a eu aussi un message de George Lucas, donc qui avait enregistré un message pour les gens qui étaient venus au panel, et qui a lui-même en fait insisté sur 2 choses, genre bon voilà, merci de venir pour ce panel et tout, c'est l'un de mes Star Wars préférés, tout ça. Au fait, Ahmed Best, c'était le meilleur, il a donné la meilleure performance, le rôle était hyper difficile et il a donné tout ce qu'il avait, je suis trop fier de lui, j'adore John Knoll et Doug Chiang, je leur ai demandé l'impossible il y a 20 ans, mais ils l'ont quand même fait, tout ça. Enfin, le message était aussi là aussi un peu bienveillant, typical George Lucas, tu vois, le gars, t'as pas l'impression qu'il est heureux, mais tu sais qu'il l'est. Bref, c'était Gene Bolte, je crois, qui a rappelé aux côtés de John Knoll, de Doug Chiang et plein d'autres que effectivement il y avait eu énormément de maquettes construites, qu'il y avait eu un travail de fou en fait sur l'idée de recréer Star Wars, et que tout a commencé avec l'idée de George Lucas qui a dit à Doug Chiang oublie tout ce que tu connais sur Star Wars parce qu'on va complètement réinventer la chose. Ça fait du bien de se rappeler ça, même si je pense que quand on va revoir le film pour les besoins d'un futur podcast, on va tout autant le détester sur certains aspects. Ouais, moi j'ai vraiment eu, alors j'ai pas vu ce panel là, mais sur l'ensemble des panels et la célébration, j'ai vraiment eu cette espèce de sentiment de on est là parce qu'on aime Star Wars, vous aimez Star Wars, on aime Star Wars, et on se fait plaisir tous ensemble. Il y avait, je pense, vraiment ce besoin suite à ça libère la shitstorm de la Jedi, et au retour quand même très mitigé de Solo, qui avait besoin de cette espèce de moment un peu de joie autour de Star Wars, où en fait on aime tout Star Wars, donc même quand Star Wars c'est pas très bien, on l'aime quand même, et on essaie de trouver des petits trucs qui nous font plaisir dans ces parties là. Effectivement. Et donc du coup je vous invite vraiment à regarder le panel, parce qu'il est dispo, il est là, voilà, sur YouTube, c'est cadeau. Il y a des anecdotes assez savoureuses, comme le fait que Ray Park a parlé de ma scène préférée de La Menace Fantôme. D'ailleurs, je l'avais mis dans, un moment sur Twitter, il y avait un truc trending, My 4 Star Wars Moments, et je me souviens de Alex Loss, qui nous écoute sans doute, qui m'avait dit attends, t'as mis un plan de la Menace Fantôme, et c'est le plan où Dark Maul arrive et enlève son manteau. Et en fait, pour moi, je sais pas, ce plan il a toujours transpiré Star Wars de ouf, et transpiré littéralement, parce qu'en fait Ray Park, ça y est, je les confonds, Ray Park expliquait qu'il était derrière la porte à chaque fois, et qu'en fait il disait à chaque fois j'avais grave le smile, parce que j'en pouvais plus de porter ce costume, parce qu'il était lourd et chaud en fait, et en gros à chaque fois que je l'enlevais j'étais tellement content, et en fait il expliquait que genre s'il avait un sourire, c'est pas parce qu'il était en mode genre oh, putain je suis un méchant, je vais les défoncer, c'est juste le mec était tellement content d'enlever son manteau, tu vois, qu'a priori ça transparaissait dans le truc. Il expliquait aussi que l'album de Prodigy de l'époque venait de sortir, donc il écoutait Firestarter avant de partir tabasser des Jedi, et je trouve ça assez explosif. Il explique aussi que le rôle de Dark Maul lui permet aujourd'hui de rester genre en forme, et qu'il dit non aux Oreos et aux trucs, parce qu'il est là en mode genre non, à chaque fois je vais à la gym, je me dis non, je suis Dark Maul, faut que je reste en forme et tout. Enfin, quand dans 6 mois il fera une pub pour le Coca Star Wars, on en reparlera. Non mais typical Ray Park quoi, il est arrivé genre le mec il arrive tout doucement, et d'un coup tu vois il frise comme ça avec un regard nul, et il faut savoir que République fait une imitation parfaite de ouais, Ray je suis Park. assez fan. Ça c'est les cheveux, ça aussi. Mais alors attends, ce qui est génial, je sais pas si c'est des gens qui avaient payé leur siège plus cher, ou c'est parce qu'ils étaient tirés au sort et qu'ils avaient eu le méga ticket façon Charlie la chocolaterie, mais souvent il y a des panels qui commençaient où Warwick Davis, pour chauffer la salle, en fait ils interviewaient des gens qui étaient genre sur le côté de la scène en fait. Ah oui, je pense que c'est des gagnants de concours ou des gens de la 501e ou des trucs et comme ça. En fait du coup il y a un mec qui est là, enfin tu vois, genre à chaque fois il leur passait le micro, pas forcément à tous parce qu'ils étaient peut-être une dizaine, mais là il passe un micro à un mec, et petite anecdote savoureuse aussi, et le gars il lui dit ah ouais, pourquoi vous êtes là et tout, vous aimez bien tu vois La Menace Fantôme? Il fait ouais, j'aime tous les films et tout, et il lui dit ouais, il y a un truc que vous aimez en particulier, et là le mec il fait genre how great is Ray Park, et du coup tu vois genre en mode tout le monde pète les plombs, et t'es là genre Ray Park il a zéro carrière en dehors de Star Wars quand même, c'est explosif tu vois, et à la fin ils leur ont fait une espèce d'honneur, ils nous ont rappelé tout ce qu'ils ont fait à côté, tous les achievements en fait de La Menace Fantôme par rapport à plein de trucs, genre John Knoll par exemple, avec son frère c'est le créateur de Photoshop, enfin tu vois c'est des trucs que les gens savent pas forcément quand ils s'attaquent à Star Wars et à La Menace Fantôme en disant ah ouais cette merde qui a rien donné ce film qui n'a laissé aucune trace dans la culture populaire, un peu comme Avatar. Et si vous voulez rigoler sur ça, il y a quelqu'un sur Twitter qui a live tweeté le panel comme si c'était un nouveau film qui sortait. Ouais, je crois que c'est Mike Ryan qui travaille sur je sais plus quel journal il travaille, mais qui avait déjà écrit un super article parce qu'il je crois que il a rematé le Retour du Jedi après la mort de son père, donc c'est une histoire complètement tragique, et en fait il a fait toute une analyse complètement différente du Retour du Jedi, qui est toujours mon Star Wars préféré. The Last Jedi est pas loin, mais très très bon article, et il m'avait dit que j'avais été très gentil parce que je lui avais dit que il avait du talent, que j'aimais beaucoup le lire. Voilà, je raconte ma vie sur Twitter et je raconte la vie de Ray Park. Si vous voulez en savoir plus, direction YouTube, allez voir ce panel, et de toute façon toutes les anecdotes se retrouveront sans doute
du côté de l'épisode dédié à la menace fantôme dont on parle, j'ai l'impression, depuis que ce podcast existe, et ce podcast a bientôt 1 an. Donc c'est vous dire si ça fait longtemps. On va terminer sur un panel très important, sans doute le panel le plus important, celui de Résistance saison 2. Est-ce que tu peux nous en parler, Phobos ? Pas rediffusé, Effectivement. un épisode, le premier de la série, qui reprend juste après la saison 1. Voilà. Premier de la saison, pardon, pas On ne la va série. pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais effectivement, ils ont montré tout l'épisode 1 aux gens du panel. On a eu le droit également à une affiche où on voit notamment Tam, donc qui est enrôlé dans l'Empire désormais. Et d'ailleurs, ça a été confirmé dans le First Order, pardon. Qu'on Alors il y a la 2 verrait- semaines, on m'a fait chier parce que je spoilais ce truc-là de manière un peu cryptique et là maintenant on le balance. Ok, merci. Bah, c'est bon, ça a été confirmed, voilà. Donc on va voir. C'est sur une affiche, c'est comme les Knights of Ren pour Star Wars. On va voir Tam du côté de l'Empire, et ça c'est cool parce que honnêtement First c'est Order, un des trucs. First Order, j'ai pas arrivé. C'est un des trucs que je voulais voir, donc c'est plutôt chouette. Et sinon, il n'y a pas non plus grand chose qu'on a appris pendant ce panel. Ok, alors on passe au panel de clôture. Je crois que JB, tu l'as regardé. David, tu l'as regardé, c'était hier soir assez tard. Bah, je l'avais en fond sonore hier soir chez moi et c'est un panel de clôture quoi. Donc on récompense tout le monde. Bravo, vous êtes géniaux Ouais, les hosts, c'est- vous êtes géniaux les fans. c'est Et, vraiment une heure d'entre-soi et tout va bien, tout est trop Mais- génial, tout est trop cool. Mais que s'est-il passé ensuite ? Il y a eu une histoire de disquette. Et est-ce qu'ils nous en ont pas mis une géante aussi ? Ça c'est la question. Ça c'était Ouais. rigolo. Ça. Alors, Vas-y, Constance. il y a eu quand même un petit moment où c'était niveau spectacle de maternelle de Gif sur Yvette. On a eu le droit. Spécial dédicace. On a eu le droit à un espèce de jeu où en fait il faisait passer une disquette dans le public et il faisait passer un sabre laser géant qui était genre, vous voyez les frites de piscine, voilà, en mousse rouge. C'était donc ça, et du coup c'était littéralement une frite, donc c'était un peu tout mou, donc c'était vraiment dégueu. Ça ressemblait pas à grand chose, Ils pouvaient c'était pas juste interminable. Ça a Prendre duré des gens de la 100 minutes. 501ème avec un mec en Vador et ensuite des Stormtroopers, et puis prendre des gens de la Rival Legion pour se Non, mais passer la disquette. Très tu vois. clairement, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus stylé et Parce non. qu'ils avaient fait ça à une célébration, non ? Oui, ils avaient recréé dans les couloirs et tout, C'était et génial. c'était vraiment super cool. Et là, non, on a une espèce de grosse disquette en carton, et à la fin, ils font semblant de la rentrer dans un lecteur de disquette, mais juste, ils la posent sur une table et il y a un technicien qui la fait bouger. Enfin, Ouais, mais ça a franchement, fait le bruit de quand tu mets une clé USB dans un ordinateur C'est Windows. vrai. Voilà. C'est-à-dire, tu peux nous le faire, JB ? Je le mettrai en bruitage. D'accord. Je vais être obligé Euh, de trouver le bruit d'une clé USB. Putain. Seul petit truc rigolo, et voilà, ils ont tout ça pour annoncer le lieu Annoncer que de la prochaine célébration qui aura lieu à Anaheim, en Californie, la ville de naissance de Disneyland. Et donc, nous, l'Europe, on va encore attendre au moins une année de plus. Tu veux dire que la prochaine célébration, elle serait pas très loin du parc d'attractions Star Wars? Et oui, oh là là, que va-t-il se Mais je passer? pense que ça n'a rien à voir en fait. J'ai vu des gens dire en même temps, c'est à côté du parc. Non mais gros, ils vont pas faire toutes les Star Wars célébrations à côté du parc parce qu'ils ont ouvert un parc. Enfin, dans ce cas-là, le parc là il ouvre en mai. Enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais toi, c'est l'occasion de. Peut-être de marquer le coup, le parc il est pas loin, peut-être d'aller tourner des images dedans, toi, je sais, faire un Ouais, panel bah- dans le parc, tu vois. Mais le panel il sera ouvert depuis. Enfin, le parc sera ouvert depuis 1 an. Hein. Ça sera en 2020. Ouais, mais c'est quand tu vas voir que les préventes elles vont démarrer et qu'il y a des gens ils y seront toujours pas allés, Ouais, peut-être mais- qu'ils feront des billets pour la Star Wars Célébration et parc avant ou parc après, tu vois. Ouais, je pense que l'opportunité de thune par rapport à l'organisation, ça demande de le faire à côté du. Enfin, je n'y crois pas. Vous l'aurez compris. Et ce que je ne T'es crois plus pas. cynique que moi, putain. C'est Oh. dur. Bah non, mais c'est juste d'un point de vue marketing et j'ai un peu taffé là-dedans. Je vois pas l'intérêt en fait, tu vois, genre 1 an plus tard. De toute façon, le parc il est complet pour les 2 prochaines années, donc enfin, tu vois, genre. En plus, pas de film à annoncer, pas de film sans doute pas de film en développement actif l'année prochaine. Enfin, si on a envie de dire que la Star Wars Celebration Europe c'est la sous Star Wars Celebration et globalement c'est plus ou moins la Star Wars Celebration 2016 avec le recul était vraiment chambé, mais je veux dire ce qu'ils ont fait en 2014, je crois que c'était en Allemagne, c'est pareil, c'était l'annonce de Star Wars Rebels, enfin c'était pas ouf non plus, tu vois. Je veux dire, ils en faisaient une en France ou n'importe où en Europe. C'était quand même histoire de dire bon bah voilà, maintenant on a Cassian Andor et The Mandalorian, tu faisais ça sur 3 jours et c'était réglé, tu vois. Enfin, je sais pas, Star Wars Rebels la suite ou Résistance saison 3, que sais-je. Enfin, Surtout que moi, j'aurais moi je bien. trouve que c'était vraiment l'année où ils pouvaient dire c'est une petite année, on fait une petite célébration. Et déjà en 2018, hein, c'était une petite année, ils ont dit ouais, mais vu que Solo arrive en mai, on va pas faire de célébration, alors qu'ils auraient très bien pu faire
En plus, c'est horrible, mais genre, Célébration, Solo et Rogue One, ça a été tourné, et d'ailleurs c'est le cas de 9 aussi, mais je veux dire, enfin les films principaux sont tournés à Londres, tu vois, enfin du coup ça a vraiment pas de sens de s'éloigner de l'Europe d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, d'un point de vue cinématographique. Je veux dire, la moitié de leur cast de Star Wars 9 est britannique, tu vois, genre, je trouve que c'est vraiment le dick move ultime, tu vois, genre Anaheim. Ok, bon, bah super, Chicago, Anaheim, tu vois, c'est même pas comme s'ils auraient fait à la limite, en fait, moi j'aurais au bien Canada. vu un truc. Tu vois, je sais pas. J'aurais bien vu Mexique. un truc en France, notamment pour. Ça aurait été l'occasion de parler de Galaxy's Edge à Disneyland Paris, parce qu'il faut pas oublier qu'on Allez, c'est nous la a minute. annoncé ce truc il y a longtemps, et que là, on n'en a pas du tout reparlé de toute la célébration. Alors, faire une Star Wars célébration par rapport à un parc d'attractions qui existe, je trouve ça déjà stupide, mais alors faire une célébration par rapport à un parc qui n'existe pas encore, Constance, je pense que là c'est un autre degré de, tu vois, de foreshadowing, quoi. C'est genre, alors dans 7 ans, voilà ce que vous aurez. Des morilles du parc en Floride, mais alors maintenant vous l'imaginez en 3 fois moins grand et avec des gens qui parlent français et qui insultent les gens, les touristes, voilà. Non, mais je sais pas, je me dis, voilà, c'est parce que je suis vexée qu'ils viennent pas en Europe et que Moi, je sais très bien que. Moi, franchement, je suis aller à la vexé parce prochaine. que je m'attendais vraiment à ce que l'année prochaine, ça soit la Star Wars Celebration Europe. Et du coup, je le balance, mais je pense qu'ils reviendront plus en Europe. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Reed Expo s'est travaillé en Europe, mais on dirait qu'il y a un truc qui leur a pas plu et que ça fait chier. Et en plus, d'ailleurs, ça a pas tellement de sens parce que, comme je le rappelais, Gareth Edwards l'avait dit, hein, on est encore en train de shooter Rogue One, les acteurs sont là. John Boyega vit à Londres, enfin, tu vois, ce genre de bail, quoi. Mais au final, je me dis qu'on a eu une grosse chance en y allant en 2016 parce qu'il y a sans doute pas mal de gens qui se sont dit, ouais, bah, j'irai en 2018 et puis. Je pense qu'ils n'ont Et pas depuis, ils ont forcément mal. eu le succès financier qu'ils espéraient avec Londres. Parce qu'il faut pas oublier que, mis à part le samedi, c'était un peu vide. Hein. Non ? Bah ouais, mais je sais pas par rapport à leur estimation. Enfin, tu vois, genre, c'est cool de parler de succès financier, mais de toute façon, je veux dire, faut aussi voir ce que tu mets, les panels que tu mets, les invités que tu as, etc. Enfin, c'est comme si c'est comme si tu récupérais la marque Comic-Con et puis que t'invites aucun artiste de comics, tu vois, puis tu fais, ah bah ça marche pas. Bah oui, disons que ton cœur de cible est déjà même pas là, donc oui, effectivement, ça peut envoyer les mauvais signaux. Mais bref, c'est quand même, c'est un peu quand même la cerise sur le gâteau, mais la cerise bien trempée dans, tu vois, un peu comme la pomme dans Blanche-Neige. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas, mais c'est pas grave. Tu vois pas? T'es pas fan de Disney? Va falloir, hein, parce que c'est. Non, mais tu vois, tu vas parler de tremper une cerise dans un truc pas bon, je pensais à un Mon Chéri, tu vois. direct. Ah bah par exemple. Ah ouais, mon chéri, c'est vraiment dégueulasse. Et ça fait beaucoup de placements de produits pour ce podcast, donc je propose qu'on termine avec la conclusion. C'est tout de suite. La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Pour conclure, eh ben, on va commencer par David. Parce qu'il est là et je trouve qu'on l'a pas assez entendu. Donc je voulais lui demander déjà son actu, mais avant ça, ce qu'il a pensé de la Star Wars Célébration. Et il a le droit, contrairement à toi et moi, Jean-Baptiste, à un passage Star Wars 9. Parce qu'il n'était pas là au panel. Oui, il n'était pas là au panel parce que il n'est pas le réalisateur de Star Wars 9 ni l'un des acteurs. Désolé. Alors Star Wars 9, comment dire, faut être dubitatif. Je suis resté sur ma faim. Je sais, sur les images que j'ai vues, j'ai rien à en dire. J'ai l'impression d'avoir vu un tas de posters diffusés devant mes yeux et puis ouais, c'est tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'il y a dessous, le titre, notamment derrière le titre, par rapport à ce qu'ils vont faire en clôturant le cycle Skywalker. Qu'est-ce que ça sous-entend par rapport à j'allais dire, la legacy, à ce qu'ils vont laisser, par rapport aussi à la disparition des acteurs, au fait qu'ils vieillissent. Qu'est-ce qui va rester de cet univers-là après? Et ça, moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien que ça donne des réponses à ça. Et je pense que ça serait important qu'il le fasse. Mais autrement, ouais, non. Sur le trailer, ouais, je suis resté complètement... ouais, je l'ai vu, quoi. Ok. C'est tout. Sec. Phobos, c'est un peu plus d'enthousiasme ou pas? Ouais, quand même, un peu plus d'enthousiasme. Moi, j'ai bien aimé le trailer, j'ai envie d'en voir plus maintenant, en fait. T'as pas le droit, JB.
mais c'est sur la version française. Ah, c'est sur la version française, alors ça va. Oui, j'ai donc envie d'en voir plus et ça me fait quand même plaisir de voir cette Rey hyper badass dans ce petit passage. J'ai bien aimé le fait qu'ils nous mettent une mini-scène très intrigante d'ailleurs. Est-ce un team-up, est-ce un affrontement? On ne sait pas, ouloulou. Et puis quand même ce cher Poe Dameron qui est quand même fort bien saillant dans son petit uniforme d'Indiana Jones là. Donc voilà, puis on a Nathan vu... Drake. C'est ça. Et on a vu quand même Carrie, donc voilà, ils ont expliqué d'ailleurs pendant le panel que... J'ai 100% entendu Caris, mais non, je pense être Carrie complètement matrixé. Fisher, Octogone. la petite princesse. Octogone du rap. versus Palpatine. Ça va être vite réglé. Ok. Donc voilà, moi ça m'a plu, ça m'intrigue. J'ai dit Luc. J'ai dit Luc. J'ai envie d'en savoir plus. Voilà, ça va être dur de tenir jusqu'au prochain trailer. Mais du coup, j'ai envie de passer le micro à Baptiste qui vient de faire un caméo dans ce podcast. Baptiste est un très vieux pote à moi et un gros fan de Star Wars et aussi un grand fan de Throne. Il a ça en commun avec David et il a sans doute vu le trailer de... Il l'a pas vu. Mais quoi? Et non. Qu'est-ce que t'as pensé de la Star Wars Célébration 2019 du coup? Pas vu non plus. Ah d'accord. T'étais où en fait? T'étais sur Mustapha ce week-end? Sous une grotte. Ah, D'accord. voilà, en Espagne. Ok, ah oui, bon, ça s'explique. It's pretty much nowhere. JB, toi qui voulais dire un truc sur un truc que t'avais pas le droit de commenter. Non, parce qu'il y a on a eu le reveal du titre aujourd'hui. Oui, mais David l'a déjà rappelé. Oui, et moi je veux parler d'autre chose. D'accord. Donc C'est pourquoi tu fais chier en fait? Vas-y, parle d'autre chose. direct. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que le trailer est sorti en français. Oui. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'en VO, le trailer il est sur un ratio 2:35. En français, il est en 16:9 et le mixage audio est pas le même. Et c'est très bizarre. D'accord. Et Par exemple, on va regarder le trailer tu vois VF. le plan où il y a le. Ah, je ne spoil pas parce que Baptiste l'a pas vu. Quand le pénétrateur il passe. Ouais. Ça, tu vois, voilà. Les gens auront la référence. Voilà. Ouais. Et ben, Si vous avez écouté le podcast précédent, je suis même pas sûr qu'on en ait parlé, mais. En VO, t'as l'image qui est plus étendue vu qu'elle est en 2:35, t'as pas les barres noires en fait. Et le mixage audio fait que c'est en stéréo et t'as le vaisseau, il passe de gauche, de droite à gauche dans ton casque. Oui. Ce qui ne fait pas sur la version française. Parce que la musique, elle est pas mixée pareil. Et du coup, T'es en train de nous dire qu'un stagiaire de Disney devrait changer de travail. En fait, t'as pas du tout le même rendu sur ce plan-là. Avec Mais les c'est bandes mieux ou noires c'est moins bien? C'est moins bien. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Quelle est votre actu à vous autres contrebandiers à part suivre la Star Wars Célébration, sauf si vous êtes comme Baptiste et que vous étiez dans une grotte en Espagne à faire j'allais dire une partouze avec des Ewoks qui est plutôt sale. Mais encore une fois, un podcast familial. On avait tenu bon jusque-là, mais c'est la conclusion. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, on a le dernier épisode d'Actioner qui vient de sortir. Ah ouais? Ça parle de quoi? Bah, je vais laisser Constance en parler. Oui, David m'a fait l'honneur de me laisser les clés de son vaisseau pour cet épisode-là. Et du coup, on a parlé des héroïnes dans les films d'action avec deux autres invités Vous de avez marque. parlé de Rey? Vous avez parlé de Jyn Erso, j'espère. On a parlé Rey, de un petit Rey, peu, ouais. Mhm. Pas Jyn Erso. En plus, j'étais là quand vous avez enregistré le podcast, donc je sais de quoi vous avez parlé. Car, tel un Mandalorien, vous guettant en fusil depuis le rocher, je vous observe. Donc voilà, quoi c'est d'autre? sorti sur les internets et c'est dispo et allez l'écouter. Et quoi d'autre? Ben moi de mon côté, je continue d'avancer sur mon costume pour la London Comic Con qui approche à grands pas. Yes, on va retourner au bâtiment de la Star Wars Célébration, mais il y aura moins de gens déguisés en Star Wars. Et ouais, Ce qui est un peu triste. ça va être cool quand même. J'espère. J'espère que mon costume. Ok, j'arrête là, j'ai pas d'actu. JB, c'est quoi ton actu toi? Bah, j'en ai pas plus que depuis il y a 3 jours quand on a déjà fait un podcast. Tu vois. Attends, on a vu des trucs sur The Mandalorian, on a peint des figurines, il s'est passé un max de trucs ce week-end. Oui, mais c'est pas mon actu, c'est l'actu de Star Wars. Non, mais c'est ton actu aussi. Tu fais Ah, partie bah de mon Star actu, Wars. c'est d'avoir regardé les panels de la Star Wars Célébration. Est-ce que t'as regardé le panel de Ray Park? Il était pas diffusé Non, j'ai pas cette vu année. le panel de Ray Park. C'était notre récap de la Star Wars Célébration 2019. Je sais pas s'il est très long, mais j'ai l'impression qu'il était quand même relativement complet. Si on a manqué quelque chose, par exemple la prochaine extension de The Old Republic de BioWare, eh bien n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, lui donner des étoiles, tout ça, ça l'aide vraiment. Donc faites-le, car si vous voulez que la bonne voix de nos amis contrebandiers continue à résonner dans l'honnête, et que nous ne soyons pas
j'ai envie de dire censuré par, et là je regarde le sweatshirt de Baptiste qui porte un joli Stormtrooper auquel j'ai envie de décrocher la mâchoire. Baptiste comprendra sans doute cette référence plus tard lorsqu'on lui montrera tout ce qu'il a loupé à la Star Wars Célébration. En tout cas, merci encore de l'avoir suivi avec nous sur les réseaux sociaux ou en retard en écoutant ce podcast. Je vous fais plein de bisous et que la force soit avec vous. Bisous. Salut. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez,